Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de professionnalisation des acteurs de l'illettrisme en Bourgogne-Franche-Comté pour comprendre les freins des adultes en situation d'illettrisme et en insécurité langagière face à la lecture et l'écriture. Donc, comme vous le savez, cette action est mise en œuvre par Amphore et elle bénéficie du FSE. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter notre expert, Monsieur Hervé Adami, professeur des universités de l'Université de Lorraine et au CNRS, qui va donc vous accompagner tout au long des 4 séances que l'on a mis en œuvre entre 2024 et 2025. Bonjour, Monsieur Hervé Adami. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Madame Bazin Eh et bien, bonjour à donc, tout le monde. oui. Le sujet étant assez dense, Hervé Adami a proposé de le séquencer en 4 parties afin d'explorer et d'avancer progressivement. Comme vous avez pu le constater, il y a déjà 2 conférences qui sont programmées pour 2024 et 2 autres le seront prochainement. Donc, on conviendra avec Hervé Adami des prochaines dates. Eh bien, Monsieur Adami, je vais vous laisser la parole, vous laisser faire le tour d'horizon sur les pratiques et les représentations que peuvent avoir les personnes en situation d'illettrisme. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser peut-être aussi vous présenter rapidement pour que chacun puisse vous identifier au mieux. Ok, Merci. voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, pour les présentations, oui, je suis professeur des universités à l'Université de Lorraine. On est adossé à au laboratoire à Tilff qui est CNRS. Donc, comme vous le savez peut-être, je travaille avec les publics sur tout ce qui est formation, intégration, formation linguistique des publics qu'on appelle, nous, en insécurité langagière. Donc, je donnerai quelques précisions sur ces termes-là. Ça concerne, ça va des analphabètes jusqu'aux personnes en situation d'illettrisme. Là aussi, je vais commencer à définir un petit peu ces publics auxquels on s'intéresse. C'est des publics qui sont aussi bien en formation linguistique dans les dispositifs d'État ou dans les dispositifs avec des financements aussi régionaux, etc. Mais des personnes qui sont aussi en formation dans les associations, parce que là, c'est un petit peu différent. En tout cas, pour cette première partie, ça sera pas trop tant ça la différence, ça sera plutôt en termes d'outils, de démarches plus tard que là, on verra la différence. On travaille aussi beaucoup sur les questions de formation linguistique à visée professionnelle ou en milieu professionnel, parce que là aussi, j'aborderai sans doute la question. Je vous parlerai aussi, chemin faisant, de plein d'actions qu'on a. On travaille beaucoup avec les partenaires de terrain, on travaille avec des professionnels, avec des associations, donc on est en prise continue, directe avec le terrain. Donc, à la fois, quand je vous parle de ça, c'est aussi parce qu'on a ces retours directs et aussi parce qu'on est engagé dans beaucoup d'actions ou qu'on appelle ça de la recherche-action ou de la recherche-développement même. On a un très gros projet de construction d'outils. Et puis, je vous parlais aussi fréquemment d'un outil qui, lui, existe depuis longtemps, que peut-être vous connaissez, peut-être vous êtes déjà dans les tuyaux. Quand on envoie des news, des infolettres, c'est le portail FL2I. C'est un outil de portail, le portail comme le portail, FL 2I, 2 avec le 2, et puis I, ça veut dire français langue d'intégration et d'insertion. C'est un outil, c'est un site où on met en ligne tout un tas de ressources didactiques en accès libre pour les formateurs, pour les praticiens, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu, mais celui-là, c'est vraiment, voilà, on met en musique un petit peu, on met en pratique nos démarches didactiques, pédagogiques, avec des outils, notamment, par exemple, avec de la réalité augmentée. Mais on explore toujours de nouveaux trucs. On a commencé à mettre en ligne des outils sur l'alphabétisation. Donc là, ça commence. On travaille avec une ingénieure pédagogique qui est issue d'ailleurs de notre master FLE sur le portail. Donc voilà, si vous voulez, tout ce que je vais vous dire là, tout ce que je vous dirai là, eh ben, on le met concrètement en musique. Non,
sur le portail, c'est visible, vous le verrez tout de suite, et vous verrez aussi les partenaires un petit peu qu'on a, les démarches qu'on essaie de mettre en place. Donc ça viendra plus sur les démarches et les outils. Je crois que c'est la troisième intervention, je crois, ou la quatrième, je ne sais plus. Euh, mais dans un premier temps, l'idée, c'est de dire, voilà, on a des démarches, on a des outils, on a mis à disposition des activités, tout un tas de choses, mais ça repose sur des bases qui sont, on va pas dire théoriques, hein, parce que c'est pas que le mot fait peur, mais c'est parce que ça correspond pas véritablement à la réalité. C'est que pour mettre en place ces outils, pour mettre en place ces formations, pour mettre en place ces démarches didactiques et pédagogiques, bah, il faut connaître le public. Donc, moi, d'un point de vue personnel, on est toujours en contact. Là, maintenant, ça remonte un petit peu, mais j'ai été une dizaine d'années formateur d'adultes sur le terrain et que ces contacts-là, donc je sais un peu de quoi ça parle. Mhm. J'ai connu ces publics-là, tous les publics d'ailleurs. Voilà, des fois c'était un petit peu en vrac. Alors maintenant ça remonte un peu, mais les contacts, je les ai toujours gardés. Je travaille toujours avec l'organisation, enfin l'organisme de formation. Là où j'ai moi-même travaillé il y a très longtemps, ils ont changé de nom, mais c'est les mêmes, c'est dans la continuité, quoi. Donc voilà, ce D'accord. que je veux vous expliquer, c'est que si dans un premier temps, on aura une approche un petit peu plus générale, théorique, on va dire, de connaissance du public. On va arriver progressivement vers qu'est-ce qu'on fait avec ces publics, quels outils, mais qu'il faut quand même qu'on puisse cerner un petit peu ces personnes avec leurs difficultés et puis leurs caractéristiques. Alors, sur les quatre, Madame Bazin me demandait hier si on pouvait assister à l'une ou l'autre sans avoir assisté à toutes. Mhm. Oui, c'est découpé comme ça, mais en même temps, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire dans les quatre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément, voilà, c'est pas cloisonné non plus. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'approche, on va dire, sociologique, sociale et sociologique des publics. Essayer de comprendre qui ils sont, essayer de comprendre comment ils vont fonctionner par rapport à l'écrit. Je l'avais dit dans la présentation, m'appuyer Mhm. beaucoup sur les travaux de Bernard Lahire, mais y compris sur nos propres travaux, ou les miens, ou ceux de l'équipe. Donc, c'est plutôt une approche, dans un premier temps, sociale et sociologique. Dans un deuxième temps, la fois prochaine, ça sera plutôt une approche de type psycholinguistique, même si je ne suis pas psychologue, je suis sociolinguiste, mais une approche cognitive, ça veut dire la Ouais, lecture et ouais. l'écriture d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire les Mhm. mécanismes d'apprentissage, les mécanismes de la lecture, pour comprendre concrètement comment ils font par rapport à un texte, comment ils font par rapport à un texte à lire ou un texte à écrire. Parce que, encore une fois, les démarches, si on entame des démarches, si on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, on ne peut pas s'en tenir à des généralités un petit peu culturelles ou culturalistes. Il faut qu'on aille dans le dur et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent et ce que c'est que le mécanisme d'apprentissage de la lecture, l'écriture, etc. Pour voir justement quels sont les freins. Et c'est pas une montagne. Mhm. C'est pas insurmontable, ben, pas du tout. Il suffit de le savoir, il suffit de connaître, de savoir un petit peu comment ça fonctionne pour éviter de s'engager dans des chemins un petit peu vers des impasses finalement. Mhm. Alors après, je ne sais plus dans quel ordre, la troisième ou la quatrième, on va travailler, je ne sais plus dans quel ordre je les avais mises, mais on va travailler spécifiquement, je vous montrerai, je partirai de productions écrites d'adultes en situation d'illettrisme. C'est ces productions que j'avais utilisées aussi pour un bouquin qu'on a sorti, un bouquin collectif sur les insécurités langagières. J'avais utilisé ces productions-là pour essayer d'en faire un petit peu l'analyse, mais dans le bouquin, volontairement, j'étais pas allé au bout de l'analyse en disant, voilà, regardez comment ils écrivent et dites-nous, en gros, si vous pensez que ça peut suffire et qu'il n'y a pas de problème. Parce que je vais y revenir un petit peu plus tard, il y a aujourd'hui, hein, sur la question du relativisme culturel. On va dire, oui, je l'entends un petit peu à droite ou à gauche, où je lis, on dit, voilà, oui, c'est sûr, mais on les définit toujours en termes de manque. Il y a aussi tout un tas de choses qu'ils savent faire, etc. Oui, on est d'accord. Ils savent faire plein d'autres choses, ils ont plein de compétences, ces personnes, sauf que les compétences en lecture, en écriture, précisément, ils ne les ont pas.
Donc, on va pouvoir s'appuyer là-dessus, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas de ce point de vue-là. Donc, pour montrer un petit peu, on va travailler sur des productions écrites un petit peu plus tard, et puis à partir des productions écrites, essayer de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent concrètement, pourquoi ils écrivent ça comme ça. Et cette analyse-là, pour le coup, elle va s'appuyer sur tout ce qu'on aura dit auparavant. Et puis, une partie où j'aborderai la question de l'outillage. Parce que ça, j'ai écrit aussi un Mm. article dans la revue Travaux en didactique du FLE. On avait produit ça sur l'illettrisme en général, où là, il y a vraiment un problème d'outillage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le public, une fois qu'on a dit qui ils étaient, une fois qu'on a un petit peu aussi beaucoup de bonnes intentions et de grandes et belles phrases, on se dit, bah, OK, d'accord, mais quand on est sur le terrain, qu'on est formateur, qu'est-ce qu'on fait? Quels outils on utilise? Et donc, c'est aussi ça, le portail, je vais renvoyer souvent au portail, mais aussi, voilà, quelle démarche on met en œuvre concrètement. Parce qu'après, si on connaît bien le public, si on sait bien où on va, si on a bien les bases pédagogiques, après, c'est ce qu'on appelle, nous, de la didactique, c'est-à-dire les contenus maintenant. Une fois qu'on sait qui est le public, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on fait concrètement? Donc là, ça va être vraiment sur les outils à utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée des quatre rendez-vous qu'on va avoir. Donc je vais commencer aujourd'hui sur cette première intervention, donc comme je vous le disais, sur des aspects plutôt sociaux ou sociologiques. Et même, vous allez voir, ça déborde même sur les aspects historiques et même anthropologiques. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, d'abord, pour commencer, la première chose, c'est, même si on est tous et toutes là sur la question de l'illettrisme, je pense que ça mérite peut-être quelques précisions pour élaguer un petit peu, pour essayer de comprendre un petit peu de quel public il est question. Même si on va voir que c'est pas complètement, les cases sont pas complètement, comment je veux dire, fermées l'une à l'autre. Il y a beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'on parle d'insécurité langagière. Je vais vous l'expliquer aussi, parce il y a pas un cloisonnement complet entre les publics qui nous intéressent. Mais il faut quand même faire très attention et pas tout confondre. Donc les précisions terminologiques, ça va concerner en gros les trois publics auquel sans doute vous êtes, j'ai vu la liste, voilà, simplement c'était noté formateur. Donc pour le coup, je ne sais pas en quoi, avec qui, donc je pense que vous avez ces publics-là aussi, vous les accueillez là. Donc les précisions terminologiques, ça va concerner le public analphabète, le public en situation d'illettrisme et les allophones. Et donc trois publics, trois problèmes différents, mais en même temps qui se recoupent, notamment par rapport sur les rapports à l'écrit. Voilà, ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc, les publics analphabètes. Quand on parle d'analphabétisme, il s'agit de personnes qui ne savent ni lire ni écrire aucune langue que ce soit. Voilà, c'est simple comme définition. Ou vraiment, voilà, ils savent signer, ils savent lire et écrire leur nom éventuellement, mais voilà, ça va pas au-delà. Donc, des personnes analphabètes sont des personnes qui ne savent ni lire ni écrire aucune langue que ce soit. Si je précise aucune langue que ce soit, ça veut dire ni le français, ni éventuellement, s'ils sont d'origine étrangère ou qui sont allophones, ni leur langue d'origine. Donc, ce sont des personnes qui n'ont jamais été scolarisées ou très peu, ou très mal, ou très peu et très mal. Donc, ceux qui n'ont jamais été scolarisés, voilà, bah, ils n'ont pas pu apprendre à lire et à écrire. Il y en a d'autres qui ont été scolarisés, mais on a dans ces parcours-là des gens qui ont été scolarisés 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dans des conditions qui font qu'ils allaient à l'école une fois tous les 3 jours. Quand ils allaient à l'école dans certains pays d'origine, voilà, ils sont 40 ou 50 par classe, il y a un manuel pour 3 ou 4, l'enseignant n'est pas formé, ils ont appris à lire et à écrire dans une langue qu'ils ne parlent pas tous les jours, enfin voilà. Donc, ces personnes ne savent ni lire ni écrire aucune langue que ce soit. En France, le public qu'on a et que vous recevez sans doute. En France, ce public-là, il est très, très, très majoritairement, alors je n'ai pas les statistiques de toute façon, parce qu'il n'y a pas de statistiques sur les deux publics qui sont analphabètes, mais ils sont très majoritairement allophones. Ils n'ont pas été scolarisés ou en tout cas, ils n'ont pas grandi en France.
Le public analphabète francophone. Celui-là, on en a une petite idée par rapport au JDC, aux chiffres des JDC, disent voilà, c'est les jeunes. Donc là, on est sûr que les chiffres sont justes. C'est les journées défense et citoyenneté, où là, on fait des statistiques sur des jeunes de 18 ans, donc qui sont tout juste sortis de l'école, voire pour certains, ils y sont encore. Bah, pour certains, oui, les étudiants. Et donc là, les chiffres de l'analphabétisme, donc là, ces jeunes qui sont là au JDC sont non seulement francophones, mais ils sont français, puisqu'il s'agit de- d'un dispositif qui est créé pour les citoyens français. Donc ils sont francophones et français. Donc, parmi ces jeunes qui sont donc un certain nombre sera en situation d'illettrisme. Ça, vous le savez sans doute, les chiffres paraissent tous les ans qui nous donnent, voilà, sur les derniers contingents qui arrivent d'élèves. Voilà, il y a une publication régulière tous les ans là-dessus. Pour ces jeunes, donc français, francophones, qui passent les tests-là, en gros, sur les dernières années, c'est moins de 1% de jeunes qui sont analphabètes. Voilà. Donc ça, les jeunes français, francophones, ils sont tous, comme c'est obligatoire. Là, on a une idée assez précise. Ils y passent tous, garçons et filles, donc on a une idée assez précise. Donc les francophones, les jeunes francophones analphabètes représentent moins de 1% du total. Donc moins de 1%, je ne dis pas que c'est négligeable, parce qu'il s'agit de personnes et que le problème peut... Mais négligeable dans le sens où il s'agit de gens, très souvent, soit qui... donc en principe, l'école est obligatoire. Bah, c'est bon, en principe, l'école est obligatoire. Donc, s'ils se retrouvent en situation d'analphabétisme, s'il y a eu quelque chose dans le parcours, et là, on retrouve souvent soit des gens du voyage qui ont la nationalité française, parce que c'est pas toujours le cas, soit des bateliers, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui voyagent et donc la scolarité est compliquée. Soit éventuellement aussi, mais là c'est plus difficile à déterminer, des pathologies particulières qui ont empêché l'apprentissage. Mais en tout cas, c'est vraiment très faible. Donc, les personnes qu'on va retrouver en formation, dans vos organismes de formation, vos associations, qui sont en situation d'analphabétisme, on en va retrouver, sont donc très majoritairement allophones. Alors, donc, ici, si on parle de public analphabète, allophone, c'est pas notre public, puisqu'ici on parle d'illettrisme et donc de francophones natifs. Donc, avant d'arriver sur illettrisme, définir justement ces publics allophones. Donc, allophone, on essaie de trouver des dénominations, mais là aussi, dans le problème des dénominations, c'est qu'il y a souvent comment je vais dire, des partis pris un petit peu idéologiques qui disent oui, mais on les avait définis par le fait qu'ils n'étaient pas francophones. Donc on disait public non francophone. On dit oui, mais il ne faut pas les définir non plus par les manques. Bah oui, peut-être, mais c'est pourtant le cas. Donc le terme allophone me semble convenir à peu près. Allophone, ça veut dire qui parle une autre langue que le français. Voilà, en gros c'est ça. Allo c'est autre et phone, voilà, c'est renvoie à la langue. Donc quand on parle de public allophone, c'est des publics qui n'ont pas le français comme langue première. Voilà ce que c'est. Donc ces publics allophones, bah, c'est les publics migrants essentiellement. Mais pas tous les migrants ne sont pas allophones, hein. Il y en a qui ont été scolarisés en français, il y en a qui ont une certaine connaissance du français, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent même du Maghreb, ou pour qui le français n'est pas une langue complètement étrangère. Donc ils ne sont pas considérés ici, on ne peut pas les considérer comme des allophones. Donc ces allophones, là aussi, ces allophones peuvent être en situation, en difficulté, hein, peuvent être en difficulté en lecture, en écriture. On va retrouver ça, mais ça ne sera pas notre public, parce que là, la demande s'était centrée sur la question de l'illettrisme. Donc, les allophones, il n'en sera pas question de façon centrale, en tout cas, même si je l'aborderai quand même. Parmi ces allophones, on va retrouver euh, des personnes qui ont été peu ou moyennement scolarisées et d'autres qui ont été très bien scolarisés. Et puis aussi, dans ces allophones, on va retrouver des gens qui sont analphabètes. Donc on peut avoir des gens qui sont à la fois analphabètes et allophones. Donc, parmi ces allophones, on va retrouver des gens qui sont en difficulté en lecture, en écriture,
On va à des degrés plus ou moins importants, hein, s'ils sont analphabètes ou s'ils ont été à l'école. La scolarité obligatoire dans certains pays, c'est 4 ou 5 ans, hein, pas plus. Donc vous imaginez des gens, voilà, un Français qui aurait été à l'école de la maternelle jusqu'au CM2, et puis ça s'arrête là. Donc vous imaginez, vous voyez bien le niveau de compétence en lecture ou en écriture qu'il peut avoir. Donc on a parmi ce public allophone ces cas de figure. Mais et puis on a d'autres, parmi les publics allophones qu'on reçoit, les migrants, des gens qui ont un long parcours d'études universitaires, etc. Donc ceux-là, ils vont fonctionner de façon complètement différente par rapport à l'écrit. Donc toutes ces précisions, on arrive sur le terme qui nous intéresse centralement ici, c'est l'illettrisme. Donc les personnes en situation d'illettrisme, je ne refais pas la définition, elle est donnée par la NLCI, sont des personnes, les courtes mais les suffisantes, sont des personnes qui ont été scolarisées en France. Et là, la précision, elle est importante parce que avant, c'était en gros qui ont le français comme langue première. Mais là, la petite nuance, c'est des personnes qui ont été scolarisées en France ou dans le système scolaire français, qui ont été scolarisées en français et en France. Donc, pourquoi il y a une précision? Donc, ces personnes qui ont été scolarisées en France, c'est voilà, toutes les personnes qui sont, quelle que soit leur nationalité, qui ont suivi leur scolarité en France et en français. Donc, pour qui on peut légitimement, et on peut le confirmer, pour qui le français est la langue première, quelle que soit, par exemple, la langue de leurs parents. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on n'utilise plus, nous, en sociolinguistique, le terme de langue maternelle. Parce que langue maternelle, ça fausse le problème. On parle de langue première. La langue première, c'est la langue qu'une personne va utiliser spontanément dans les échanges quotidiens, dans laquelle elle va penser, rêver, interagir de façon spontanée, celle qui lui vient le plus facilement. Pourquoi on dit ça, c'est la langue maternelle? Bah oui, mais justement, dans le cas des migrants ou des enfants de migrants, le problème, c'est que on a des personnes qui ont été scolarisées en France, qui ont vécu toute leur vie en France, qui ont eu leurs amis en France, voilà, ces enfants de migrants, pour qui le français est la langue première, parce que c'est dans cette langue qu'ils s'expriment le plus spontanément, le plus facilement, voilà, c'est véritablement leur langue de tous les jours, mais ça n'est pas leur langue maternelle, parce que c'est la langue de leur mère, qui n'est pas le français. Donc, c'est leur langue première, c'est bien dans celle-là qu'ils s'expriment le plus facilement, le plus spontanément, qu'ils ont le plus grand répertoire langagier, mais ce n'est pas leur langue maternelle. Donc, c'est pour ça que le terme de langue maternelle, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que ça joue aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, un enfant de migrant qui aurait des difficultés quand il arrive à l'âge adulte et qui serait concerné par l'illettrisme, quel que soit si le français est sa langue première, il est concerné par l'illettrisme. Il n'est pas concerné, il n'est pas allophone. C'est pas parce que ses parents sont allophones que lui l'est. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ait une méconnaissance complète. Il connaît la langue de ses parents. Souvent même, ils interagissent ensemble. Dans certaines familles migrantes, les parents interagissent et parlent avec leurs enfants dans leur langue première. Et puis les enfants leur répondent en langue première ou voire en français. Ça arrive aussi. Certaines familles migrantes choisissent de passer au français directement. Bon, après, c'est des stratégies. Mais en tout cas, quand je parle de langue première pour les enfants de migrants, ça ne veut pas dire que c'est leur langue unique. Souvent, ils connaissent aussi la langue des parents, mais ils ne l'utilisent pas spontanément. Et là, le répertoire langagier est beaucoup moins riche, tout simplement parce qu'ils sont coupés de la communauté linguistique d'origine, que c'est des formes parfois dialectales, comme l'arabe. C'est pas l'arabe standard, voilà. Étant coupés, même s'ils ont des contacts, hein, quand ils sont coupés de la communauté linguistique d'origine, il y a des choses qui ne se renouvellent pas, quoi, si vous voulez. Donc, alors qu'en français, ils sont complètement dans le bain linguistique, donc c'est aussi pour ça que c'est bien leur langue première. Donc, le public qui est concerné en situation d'illettrisme sont donc, pour résumer, des gens qui ont fait leur scolarité en français et donc dont le français est en principe la langue première, parce qu'il y a encore un petit truc pas qui déraille, mais qui va contrevenir à ça. Si on parle de personnes scolarisées en français, donc qui ont fait leur scolarité en français, ça ne veut pas dire que forcément c'est leur langue première. Et là, c'est le cas. Alors,
peut-être, je n'ai pas vu sur les provenances, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Par contre, on travaille avec des collègues pour qui c'est le cas. C'est, par exemple, la Guadeloupe, les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, et là, le collègue dont je vous parlais avec qui on travaille, c'est l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion, c'est bien une île française. euh, c'est les enfants, les enfants réunionnais sont scolarisés en français, mais leur langue première n'est pas le français très souvent. Pour 80 ou 85%, c'est le créole réunionnais leur langue première. Donc le français est plutôt une langue seconde, alors ils ont été scolarisés en français. Et donc sans parler de ceux qui viennent de Mayotte, là c'est aussi une île française, hein, on a entendu parler de Mayotte, mais là, c'est carrément plus le français, et même des fois même plus une langue seconde. Donc, on a ces cas particuliers dans les Caraïbes, mais surtout à l'île de la Réunion, où les gens ont été scolarisés en français, mais pour qui le français n'est pas la langue première, c'est encore autre chose. La langue seconde, hein, c'est pas non plus une langue étrangère. Mais là, ça pose un problème particulier, c'est pour ça qu'on parle de scolarisation en français. Donc, je dirais pas c'est un cas marginal, parce que pour les Réunionnais, pour le collègue, pour les associations sur place avec qui on a des contacts, avec qui on travaille, c'est pas un petit problème, hein, c'est compliqué à faire. Voilà, donc une fois qu'on a cerné ces trois publics, nous, ce qui nous intéresse sont donc les personnes pour qui le français est la langue première, ou en tout cas la langue de scolarisation, et qui ont des difficultés en lecture et en écriture. Alors, après, la question, j'arrive au deuxième point, le terme illettriste, il n'y a pas de problème. On a compris ce que c'était, on a cerné le public, on a cerné la difficulté. Le seul petit problème quand même, c'est que institutionnellement, ok, encore une fois, on a bien cerné, je ne remets pas en cause ce terme-là, hein, mais si vous voulez, nous, du point de vue de la recherche et de toute façon de la réalité, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on parle d'insécurité langagière. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui définit un public en situation d'illettrisme? Bah, c'est des tests qui sont faits, notamment au JDC, mais il y en a d'autres. Et on dit, voilà, on leur fait faire des tests. OK, il n'y a pas de problème pour les tests. On dit, voilà, s'ils réussissent à ce test-là, ils se trouvent donc dans la première catégorie, ou la deuxième, ou la troisième. Il y a des tests, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, bah, je suppose que oui, pour une partie d'entre vous, des tests qui sont faits avec Evacode par l'NLCI. Evacop, c'est un logiciel, il suffit de vous inscrire, vous pouvez, c'est un accès libre, mais il faut un code, vous inscrire, mais c'est gratuit, c'est ouvert, qui permettent de définir 4 degrés euh, définis par la NLCI de compétences à l'oral, à l'écrit, voilà. Et je crois même un peu en calcul. Donc, il y a des tests qui sont faits. Et avec ces tests, que ce soit pour les JDC, c'est pas les mêmes tests, pas le même type de test, mais enfin, il y en a d'autres encore. Au bout, à l'issue de ces tests, on classe les gens en catégories et on se dit, par exemple, pour les JDC, bah, c'est les deux premières catégories, ceux qui sont le plus en difficulté, qui relèvent de la situation d'illettrisme. Oui, mais on prend par exemple pour les JDC, ou même les degrés de la NLCI, hein, le troisième degré, le troisième niveau, ils sont plus considérés comme en situation d'illettrisme, mais c'est pas loin. Et c'est pas loin, je vous montrerai, je vous citerai plein d'exemples d'anecdotes aussi, si vous voulez, pour vous montrer que, ok, statistiquement, ils sont pas en situation d'illettrisme, mais ils sont quand même en très grande insécurité. Vous verrez aussi sur les productions écrites qu'on analysera dans les fois suivantes. C'est que ces gens qui écrivent là, s'ils écrivent d'ailleurs comme ça, ils sont pas considérés comme en situation d'illettrisme. Ils sont sortis de cette situation, mais vous verrez les difficultés qu'ils ont. Et de toute façon, je pense que vous en avez aussi que vous côtoyez tous les jours. Donc, est-ce qu'on se dit, bon, bah ça, c'est pas, puisqu'il a répondu, il est à tel niveau, tel degré de la NLCI, tel niveau de JDC, donc c'est pas illettriste, ça ne me concerne pas. En formation, quand vous êtes en formation, quand on est ici public, on dit on peut pas s'arrêter là, on voit bien qu'il y a des difficultés. Donc c'est des difficultés, c'est pour ça qu'on parle d'insécurité langagière, parce que c'est finalement une sorte de continuum. Mais en même temps, quand je vous dis ça, je ne remets pas en cause les tests parce qu'ils sont nécessaires. Les tests nous apprennent beaucoup de choses, même si degrés. À partir du moment où justement on a plusieurs degrés. Donc ça nous permet de voir que certains sont à la limite supérieure du deuxième ou à la limite inférieure du deuxième. Bon, ça nous donne énormément d'indications. Simplement, c'est
pour ouvrir un petit peu, en parlant d'insécurité langagière, on voit ça plutôt sur un continuum justement, en se disant, bah, il y a quand même des cas où, on ne peut pas toujours les mettre dans les cases. Il y a des cas où justement, comme les tests ne peuvent pas tout tester, par définition, il y a des choses un petit peu plus fines à voir, à savoir, à comprendre. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans toutes ces journées de formation-là. Deuxième raison pour laquelle on parle d'insécurité langagière et non pas d'insécurité à l'écrit, c'est précisément qu'on inclut l'oral. C'est que nous, dans notre équipe de recherche, on a notamment, dans le bouquin dont je vous parlais sur les insécurités langagières qu'on a co-dirigé avec des collègues, où on a écrit des articles là, euh, on inclut cette dimension de l'oral. Parce que la question, justement, si on se dit, eh ben, on a des publics francophones pour qui le français est la langue première, donc il n'y a pas de difficulté à l'oral. Le problème, il est à l'écrit. Mais non, il n'est pas qu'à l'écrit. Il est aussi à l'oral. Ça se voit moins, ça s'entend moins, j'allais dire. Mais le problème, il est bien réel. Donc il y a des difficultés pour construire son discours. Il y a des difficultés notamment en termes de répertoire, de richesse du répertoire, notamment lexical. Il y a des choses, comme Bentolila qui a dit un peu claironné à droite à gauche, il parle avec 500 mots. Bon, de toute façon, ça n'a pas été mesuré, c'est difficile à mesurer, mais en tout cas, la réalité, c'est peut-être pas 500 mots, c'est peut-être un peu plus, mais il y a, en tout cas, même si lui a un petit peu fait le buzz là-dessus, il y a vraiment une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des publics, je vous parlerai peut-être d'un projet qu'on est en train de mener, où on s'en rend bien compte, hein, où il y a des méconnaissances du lexique, des mots qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Donc, si c'est des mots qu'ils ne connaissent pas, eh ben, ils ne peuvent pas les comprendre et les lire avec difficulté. Donc, et ça vaut donc encore une fois pour l'oral. Des recherches notamment d'une collègue, Valérie Langbach, qui a travaillé là-dessus, qui a fait sa thèse là-dessus. Nous aussi, on est en train de mener un protocole, un travail de recherche qu'on va bientôt publier parce que le traitement des données était très long pour montrer que ces publics qui ont des difficultés à l'écrit ont également des difficultés à l'oral, des difficultés pour formuler, des difficultés pour construire le discours, et y compris même pour comprendre ce qu'on leur dit. On a testé dans l'étude qu'on est en train de faire, on a testé, on a mis, on leur a fait écouter des petites vidéos, des petits extraits de journaux, télé ou radio, et puis on leur a posé une série de... Donc tout simple, hein, ça parle de faits divers, d'inondations, de choses comme ça, et on leur a fait un test pour leur poser plusieurs questions, de savoir ce qu'ils avaient compris de ce qu'ils venaient d'entendre. Et ben voilà, on a la confirmation que des francophones natifs, pour qui le français est la langue première, eh ben, ils comprennent pas tous ce qu'ils ont entendu. Et c'est vraiment très simple, hein. Il y a pas de complication. Donc, insécurité langagière, parce que il y a la question de l'oral aussi qui se pose, et pas uniquement la question de l'écrit. Or, la question de l'oral a une influence sur l'écrit. Ça veut dire qu'on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dire ils ont des difficultés à l'écrit et l'oral, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais en même temps, ça a une influence directe sur les questions d'apprentissage de l'écrit. Tout simplement parce que, encore une fois, notamment sur la question de la richesse du répertoire langagier, si le mot, ils ne le connaissent pas ou qu'ils l'ont vaguement entendu, le mot, ils l'ont entendu, ils le connaissent sans le connaître, mais ils ne connaissent pas le sens exact. Parfois, ils ne l'ont pas entendu du tout. Eh ben, quand il s'agit de la lecture, bah, c'est beaucoup plus difficile à lire et évidemment à comprendre. Donc, les deux sont liés à ça. Alors, une fois qu'on a posé ça, parler d'insécurité langagière, donc l'insécurité langagière, elle est oral-écrit, l'un ayant une influence sur l'autre. Ça marche donc quand je vous disais que s'il y a des difficultés à l'oral, elles rejaillissent sur l'écrit, mais inversement, les difficultés à l'écrit rejaillissent sur l'oral. Parce que quelqu'un qui a été scolarisé, quelqu'un qui a fait toute sa scolarité, qui est performant à l'écrit, eh ben, sa production orale, sa compréhension orale est forcément enrichie aussi, forcément renforcée, enrichie, notamment, encore une fois, par le lexique, mais par des formes de phrases qu'on rencontre qu'à l'écrit et pas à l'oral. Donc forcément, ça joue dans les deux sens. Donc voilà, quand je parle d'insécurité langagière, pour résumer, pour finir et résumer, je ne parle pas
Je ne remets pas en cause les tests, hein, qui sont absolument nécessaires. Nous, on s'appuie là-dessus pour avoir c'est une idée, vraiment une photo très précise. Alors même des fois, si les gens qui font les tests sont pas d'accord entre eux, mais même s'ils sont pas d'accord entre eux, en fait, il y a du bon, c'est bien des 2 côtés. Effectivement, ils testent pas la même chose entre Evacom et l'autre, mais peu importe, ça nous apporte beaucoup, beaucoup d'informations. Donc il n'est pas question de ça. En plus, eux mettent plusieurs paliers, hein, c'est juste donc, il y a plusieurs degrés à chaque fois, donc ils ont bien conscience que ça ne s'arrête pas là. Mais nous, si vous voulez, par rapport au public qu'on a, on ne considère pas ça comme uniquement illettrisme. Et puis, celui qui sait faire un peu plus et qui, par rapport au test, a dépassé, on s'en occupe plus. On intègre. Moi, je vais intégrer dans cette problématique-là, y compris ceux qui, comme par exemple dans les tests des JDC, c'est les 2 premières catégories qui sont concernées, je crois, par l'illettrisme. Et puis la troisième, ils nous disent il y a en gros, 4-5% de jeunes qui sont vraiment très, très en difficulté. Et ceux-là sont, voilà, sont dans le dur de l'illettrisme. Et puis il y en a encore 4 ou 5 autres pourcents qui sont considérés comme ne relevant pas d'illettrisme, mais qui sont finalement aussi en difficulté. Et puis il y en a, ça va jusque pratiquement 20%, disent, voilà, ils sont plus en situation d'illettrisme, mais en tout cas, ils sont en difficulté quand même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils lisent un texte et puis ils comprennent pas tout ce qu'ils lisent, voilà. Et donc là, on peut pas les exclure du champ, si vous voulez. Voilà. Alors, pour l'instant, enfin, je vois les trucs qui apparaissent comme ça. Alors, en vrai, je lis, ça me distrait. Mais si vous avez des questions, si vous avez des questions à poser, on peut le faire tout de suite, hein, ou on attend. Bah, justement, oui, il y en a une de Sandrine Capel qui est donc combien de personnes ont été vues pour l'analyse de la cohorte concernant l'oral? Pour nous, Je sais pas. l'enquête qu'on est en train de faire, on a testé 150 personnes. D'accord. Donc après, on va prendre, enfin, c'est des quotas, c'est compliqué. On Mm. travaille avec des collègues en psycho pour essayer de voir. Donc on avait testé 150 personnes, mais il a fallu que pour qu'on on prenne vraiment, on a testé 150 personnes. Enfin, voilà, on a fait faire le test à 150 personnes en difficulté. Voilà, le public qu'on avait repéré comme étant potentiellement en situation d'illettrisme par toute une série de critères qu'on avait définis. Et pour pouvoir évaluer, enfin, on a pris ce qu'on appelle un groupe témoin. Donc, on a fait faire le test par des gens qui sont bac. On a même défini qui ont le bac et qui ont bac plus 3. Donc, on a 2 groupes témoins, si vous voulez. Donc, on a le groupe testé, en fait, le groupe testé qui est potentiellement en difficulté, qui est en insécurité langagière, potentiellement, hein. Donc, on avait travaillé notamment avec un organisme de formation de Bretagne qui nous a, le CLPS, qui nous a aidé à recueillir ces données. Et de l'autre côté, on a fait faire les tests par des personnes qui ont le bac et puis d'autres encore qui ont le bac plus 3. Donc on a deux groupes témoins. Voilà. Donc à partir de là, on commence à traiter on est en cours de traitement des données. Voilà. Ok. Bon. Mais ça Ok. va. Là, on est en cours de traitement et, euh, parce que c'est très long. Voilà, le temps de la recherche, il est long, mais en fait, on a eu beaucoup plus de mal. Heureusement que le CLPS était là, mais on a eu beaucoup plus de mal en fait à trouver les bacs et bac plus 3 que les autres. Bon, Mm. mais voilà, on avance et il faut qu'on avance euh, rigoureusement. Donc voilà. D'accord. Merci. Bon, apparemment, vous avez répondu. Merci. Eh ben voilà, super. Et puis de toute façon, hein, ça soit là pour cette question-là ou pour d'autres questions, ce que j'ai dit, hein, si je réponds pas ou si vous avez d'autres questions, après la formation, vous pouvez m'envoyer un message, hein, Madame Bazin Voilà. vous donnera, vous m'envoyez un message, vous me posez une Mhm. question, on échange, hein, il n'y a pas de souci, hein. Merci. Donc je continue pour Oui, la suite. allez-y. Alors, donc après, quelle heure qu'il est là? Ah oui. Euh, Donc, troisième chose qu'on avance un petit peu, c'est que en fait,
C'est pour ça que je dis, je vais avoir une approche sociologique, mais on ne peut pas avoir qu'une approche sociologique, évidemment, mais je commence par là, hein. Euh, mais c'est quand même la base, à mon avis. C'est que l'illettrisme, ce qu'on appelle communément l'illettrisme, hein, je ne reviens pas sur ce que je viens de vous dire, ou la sécurité langagière des adultes, voilà, c'est comme ça que ce terme qu'on utilise, la sécurité langagière des adultes, ça concerne pas les adultes en général, ça concerne pas des personnes, on utilise ce terme-là, mais là, je vais essayer de le démontrer, de donner quelques infos, mais je l'avais détaillé dans le chapitre du livre qu'on a écrit, là, enfin qu'on a publié, plus en détail. Donc c'est aussi ça, c'est s'il y a des manques, si je vous dis ça comme ça, je ne peux pas revenir sur tout, je vous renvoie à ce livre-là, à cet article-là, comme ça vous aurez les compléments, voilà, sur ce que j'avance là, comme ça, des fois un peu de façon abrupte, mais tout ça, ça repose sur des études, sur des enquêtes, hein. On dit, bah, par exemple, donc l'illettrisme, c'est un problème social parce que ça concerne d'abord les classes populaires. C'est c'est ancré, c'est situé sociologiquement. Ce qui ne veut pas dire, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, après on va voir ce que c'est que les classes populaires, hein. Celles-là aussi, elles sont définies, hein. Il faut qu'on avance en essayant d'être le plus précis possible. Ça concerne d'abord les classes populaires. Euh, Ce qui ne veut pas dire que ça ne concerne que les classes populaires. On peut retrouver évidemment des personnes en situation d'illettrisme qui ne sont pas issues des catégories populaires, ni elles, ni leurs parents, mais elles sont minoritaires, très minoritaires. Et on va voir pourquoi, hein. C'est pas comme ça parce que la malédiction est tombée sur les classes populaires. Je vais essayer de vous expliquer justement qu'il n'y a rien du tout il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de choses comme ça. C'est qu'on sait le problème et qu'on pourrait y remédier. Donc ça concerne d'abord les classes populaires. Ça concerne par exemple là où on le sait, donc je vous donne quelques éléments d'information comme ça, hein, mais je vous dis encore une fois, je le dis de façon plus argumentée, plus avec des chiffres, mais par exemple, si on prend les enfants en situation, en difficulté, par exemple à l'entrée du CM2, euh, à l'entrée en sixième, parce qu'il y a des tests qui sont faits. Et puis après, par exemple, sur les orientations qui sont faites, soit dans les lycées professionnels, soit dans les filières courtes professionnelles, CAP, BEP, etc., etc. Voilà. Et puis les résultats, enfin voilà, tout ça croisé montre que à chaque fois, ceux qui sont en échec, donc bien comprendre, ça marche dans un sens mais pas dans l'autre, ceux qui sont en échec, ou ceux qui ont des difficultés, on va dire, parce qu'il y en a même qui disent, oui, mais est-ce qu'on peut parler d'échec, il faut mettre des guillemets. Alors on peut mettre des guillemets à tout, on peut voilà, édulcorer tout, mais c'est bien la réalité. L'échec, c'est soit le non-diplôme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent sans diplôme, voilà, des difficultés à l'école, voilà. Ces jeunes qui sont en échec sont très majoritairement d'origine populaire. Donc les classes populaires, je vais y arriver juste là tout de suite, je vais essayer de définir qui ils sont. Là, quand j'avais vu des chiffres, par exemple sur les tests d'entrée en sixième, c'est 80% des gamins les gamins et des gamines qui sont en difficulté en lecture, en écriture, avec les tests qui appartiennent aux classes populaires. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de stats là-dessus, parce que j'ai l'impression que et voilà, on veut pas trop, comme on dit, stigmatiser. Le problème, c'est qu'en voulant pas stigmatiser, ben, on sait rien, on n'ose rien, mais il y a bien une corrélation. Après, ce que je vous disais, c'est tout ce qui concerne l'orientation scolaire, parce qu'il n'y a pas que l'échec, redoublement ou notes, ou etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que c'est ce que Bourdieu, Passeron, en 68-69, avait déjà fait, hein, dans la reproduction. Voilà, donc ils ont travaillé, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on travaille sur cette question d'échec scolaire. Il y a des flots d'encre qui ont été produits là-dessus, donc j'invente rien. Et à chaque fois, on retrouve, on le sait depuis très longtemps, que c'est bien ces catégories populaires qui sont touchées d'abord, pas uniquement, mais d'abord par ces problèmes-là. Donc il y a bien un problème là. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'AIR, parce que, voilà, mais lui, mais beaucoup d'autres ont travaillé là-dessus. Beaucoup d'autres. Et aussi, y compris, que par exemple, on a beaucoup parlé de l'échec des enfants de migrants.
en disant, voilà, on constate que les enfants de migrants sont plus en difficulté scolaire. Et donc, on en a fait tout de suite on a fait tout de suite le lien entre, eh ben, puisqu'ils sont en échec scolaire, est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème linguistique? Est-ce que c'est un problème de stigmatisation, de mise à l'écart? Alors, il y en a qui se sont engouffrés là-dedans en disant, mais oui, l'école française, elle stigmatise, elle met de côté, etc., etc. Bon, tout ça, ça repose sur rien. Ça repose sur le chiffre, enfin, en tout cas, les chiffres qui sont intéressants, qui montrent que à origine sociale égale. C'est ce que montre Ichou, c'est ce que ont montré Vallée et Caille dès 1996. À origine sociale égale, le taux de réussite des enfants de migrants est le même que pour les autres. Donc ça veut dire que les enfants de migrants qui sont issus de catégories, par exemple profession libérale, prof, avocat, journaliste ou je ne sais quoi, qui sont issus de ces familles-là, eh ben, sont pas en échec. Sont pas en échec. Donc pourquoi on a un tel taux, on regarde, et inversement, hein, ceux qui sont, pourquoi il y a beaucoup de migrants, d'enfants de migrants qui sont en échec? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de migrants qui sont issus des classes populaires. Voilà le truc. Mais si on, à catégorie sociale égale, il n'y a pas de différence, voire même un petit plus pour les enfants de migrants parce qu'il y a une question de surmotivation. Ils disent vas-y, 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 c'est par l'école que tu vas réussir. Donc, la question de l'échec scolaire des enfants de migrants, elle n'est pas culturelle ou linguistique, ça peut jouer un peu, mais elle est d'abord sociale. C'est les enfants de migrants dont les parents ont été bien scolarisés, eh ben, ils n'ont pas de problème particulier. Et ça, c'est les chiffres qui le montrent. Parmi l'échec, ils prennent que des enfants de migrants, eh ben, le taux de réussite, la mesure du taux de réussite de l'échec, du parcours scolaire chez les enfants de migrants, c'est complètement lié au diplôme des parents. Voilà. Tout est dit là, hein. Donc les parents qui ont des diplômes importants dans leur pays d'origine, bah, leurs enfants réussissent. Là aussi, pas à 100%, c'est jamais à 100%, mais ils réussissent. Et inversement, ceux qui réussissent pas sont ceux dont les parents sont faiblement scolarisés, voire analphabètes. Voilà. On va le voir après, hein. Je vais avancer après dans le truc, mais comment voulez-vous concrètement, comment ça marche concrètement? C'est ce que je vais essayer de vous montrer après de plus en plus concrètement. Mais dans une famille, même qui vient, quelle que soit son origine linguistique ou culturelle, et à culturelle, je mets beaucoup de guillemets, mais dont les parents ont fait de longues études, qui parlent plusieurs langues, qui savent écrire plusieurs langues, dans plusieurs alphabets, mais ils sont là derrière leurs enfants. Ils connaissent pas tout à fait le système scolaire français, mais ils connaissent le système scolaire tout court. C'est pas... Oui, il y a des différences, mais c'est pas aussi différent d'un pays à l'autre, hein. Ils connaissent les attentes scolaires, ils savent l'importance. Alors que de l'autre côté, vous avez des parents qui viennent éventuellement du même pays, et qui sont analphabètes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent le système scolaire? Rien du tout. Ils n'ont jamais eux-mêmes été à l'école. Ils ne savent pas. On va voir sur les rapports à l'écrit, sur toutes ces choses-là. Ça change tout. C'est pas l'origine géographique, linguistique ou culturelle. Ça n'a rien à voir. Je vous parlerai aussi peut-être je citerai quelques anecdotes pour vous montrer là-dessus. Voilà, c'est clair, c'est clairement ça. Donc, si vous voulez, ce que je veux faire aussi, c'est d'essayer, en partant des questions de catégorisation sociale, c'est pour ça que je vous parle aussi des allophones. Je vous l'avais dit, hein, je fais la distinction, mais après, on voit bien il y a des ponts. Que la distinction, elle est bien sociale, sociologique, et notamment ce qu'on appelle le capital culturel. Le capital culturel, c'est essentiellement le capital scolaire, le niveau de diplôme et des parents, par exemple. Voilà ce que c'est. Et c'est ça qui va être déterminant. C'est ça. Alors, pour revenir sur les catégories populaires, comment elles sont définies? Bah, les catégories populaires, sociologiquement, là aussi, c'est pas le peuple, les marginaux, les laissés pour compte, tout ça. Ça, c'est des termes qui m'intéressent pas parce que il y a toute une série de connotations là-dedans, hein, même un petit peu, même si c'est positif, empathique, etc. On va essayer d'être le plus précis possible. Les classes populaires, c'est des définitions qui sont données par les instituts statistiques en France, par rapport au CSP, catégorie socio-professionnelle. Mais c'est aussi un travail qui est fait par des sociologues, euh, notamment Schwartz.
Mais je vais vous citer, enfin, il y a pas que Schwartz, il y avait un article, peut-être d'ailleurs, je vous les enverrai, j'avais dit à Madame Bazin que plutôt que de vous les envoyer avant, s'il y a des articles, peut-être, ils sont assez courts, assez synthétiques. Après l'intervention, je les envoie à Madame Bazin qui peut vous les envoyer, comme ça Voilà. vous avez des choses là-dessus. Euh, donc, par exemple, un article de Bertrand, Maclay et Schwartz, donc, ça Mm. sert à rien, je vous dis comment ça s'écrit, je vous enverrai l'article qui définissent, mais c'est Schwartz qui a énormément travaillé là-dessus et qui a vraiment bien compris ça. Euh, euh, Comment il définit les classes populaires? Autrement que par l'emploi, parce que les CSP, c'est par rapport à l'emploi que les gens occupent. Donc, ce qui n'est pas encore, c'est pas encore complètement, ça fait pas le tour complètement de la réalité. Mais comment ils le définissent? Ils disent subalternité dans le travail. Ceux qui occupent, comment définir classe populaire? Ceux qui ont, alors c'est pas ou l'un ou l'autre, hein, souvent c'est tout ça mélangé. Subalternité dans le travail, ça veut dire un travail plutôt d'exécution, un travail où ils n'occuperont pas des fonctions supérieures ou quelques-unes ayant quelques responsabilités, mais pas plus. Petitesse du statut social. Ça aussi, le statut social, c'est lié en grande partie au travail. Position dans le bas de l'échelle des revenus et des patrimoines. Là, c'est plutôt la question économique. Donc, position, donc, qu'est-ce qui définit classe populaire? Position dans le bas de l'échelle des revenus et des patrimoines. Donc là, c'est vraiment sur les ressources économiques. Ce qui ne veut pas dire que d'autres n'auront pas position dans le bas de l'échelle. Il y en a qui auront... enfin, je vais y revenir. Euh, et puis, caractéristique qui nous concerne directement là, éloignement par rapport au capital culturel. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui définit les classes populaires, c'est que c'est les classes populaires donc, qui vont définir, eh ben, elles sont concernées par presque l'ensemble de tout ça, presque l'ensemble de ces questions-là. Si on est, par exemple, dans le cas où je vous disais, je vous parlais par exemple, comment, des migrants qui ont fait de longues études chez eux, bon, qui arrivent en France et qui, pour des raisons sans doute que vous voyez aussi tous les jours, ne peuvent pas faire valoir leur diplôme, ou il faut qu'ils fassent des procédures pour faire valoir leur diplôme, leur parcours, etc. Et donc, ils se retrouvent dans des positions de déclassement. Ils occupent des fonctions où ils ont une formation, une qualification de haut niveau dans leur pays d'origine. En France, eh ben, ils occupent des emplois d'exécution, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas, moins dans un premier temps, les faire valoir. Est-ce qu'on les classe dans les catégories populaires? Eh bien non, parce qu'il suffit de ça, du capital culturel. Et ça change tout. Parce que ces gens qui possèdent ce capital culturel, de notre point de vue en tout cas, objectivement, oui, ils appartiennent aux classes populaires. Mais le simple fait qu'ils possèdent ce capital culturel-là, même si tout le reste, ils ont petitesse des revenus, etc., simplement ça va changer beaucoup de choses. Parce que eux, justement, et peut-être c'est même eux les plus motivés, ils sont surmotivés. Bah, tiens, pour une anecdote, tiens, puisque ça parle aussi, là, ce matin, je suis arrivé tôt au boulot, il y a la dame que je vois tous les jours, hein, qui fait le ménage. Donc, elle fait le ménage le matin avant qu'on arrive dans les bureaux, mais moi, je la croise, puis on a discuté, comme on discute là, et elle est d'origine marocaine. Ben, cette dame, elle m'expliquait, elle était contente parce que j'étais arrivé avec mon fils. Donc, elle a vu mon fils qui est à la fac, justement. Et puis on a discuté des enfants, elle a deux enfants, et ben elle m'a expliqué ça, elle m'a dit, moi, j'ai été très peu à l'école, je sais tout juste me débrouiller, mais elle dit, je ne veux surtout pas que mes enfants soient dans la même situation que moi. Puis elle me montre, puis elle me dit, vous avez vu ce que je fais? Donc elle fait le ménage, quoi. Donc elle dit, je ne veux surtout pas. Donc elle dit, je les ai poussés. Donc elle a un de ses gamins qui est en âge, qui est à la fac, là, et que d'ailleurs je l'aurai peut-être en cours au deuxième semestre pour l'anecdote, et sa gamine qui suit des études dans un collège et qui marche super bien. Voilà. Donc je veux dire, c'est juste pour l'anecdote, ça dit pas pour le reste, mais ça dit quand même des choses là-dessus. Donc la question de l'illettrisme, ça concerne, c'est d'abord un problème social. Ça n'est pas que un problème social, mais ça concerne d'abord ça. Donc, ce qui veut dire que je vais voir, justement,
Puisque statistiquement, là, je vous ai donné quelques chiffres, là, je vous parle comment je veux dire, globalement, mais encore une fois, je renvoie à d'autres études qui ont été faites, hein. Je vous parlais des gens qui ont travaillé sur la catégorisation des publics. Voilà, ça, on le sait que c'est la question de l'illettrisme, la question de la sécurité langagière, elle touche d'abord des personnes des classes populaires. Et notamment, pourquoi les classes populaires? On se dit, mais pourquoi les pauvres, ils sont plus touchés que les autres? Mais c'est d'abord, les classes populaires, c'est sur le dernier aspect, surtout que ça nous concerne, c'est-à-dire l'éloignement par rapport au capital culturel et notamment à la scolarisation. Voilà ce que c'est. Donc, parce que c'est ça qui va changer beaucoup de choses. J'ai vu une question qui arrivait, j'ai pas eu le temps de lire, mais si Oui. je peux y répondre avant de passer à la suite. En fait, on a deux questions. Une première qui est donc toujours Sandrine Capel qui demande avez-vous fait un rapprochement entre classe populaire et milieu rural ou urbain? Ah oui, non, bonne question. J'y arrivais, Sandrine, D'accord, j'y ok, arrivais. Parce que, oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, c'était juste le truc qui arrivait après. d'accord. Et Je sinon, vais le il y a faire, une je vais le faire, tout à voilà. fait. Et sinon, il y a une autre question qui est de Caroline Johnson. Quel est le pourcentage des enfants considérés en difficulté à l'entrée en sixième? Ah, aussi bonne question, ça, j'ai pas les derniers chiffres. Je vais y répondre alors. Ok, je Ok, vais, je vais, merci. au moins la source. Oui, donc effectivement, une fois que j'avais défini les classes populaires, il me restait le dernier aspect, c'est en fait qui ça concerne. Une fois qu'on a défini par rapport aux caractéristiques, bah, ça concerne la grande majorité de la classe ouvrière. Ça concerne une partie peut-être moins importante des employés, et ce qu'on appelle, on fait la différence entre employés d'exécution. Et puis, ça concerne aussi une grande partie ce qu'on appelle les petits indépendants, donc c'est-à-dire artisans, parfois certains agriculteurs, même si les agriculteurs, maintenant, c'est quand même des études, donc ça suppose aussi un niveau qui est élevé. Après, sur la question, euh, pour moi, centrale, je dis comme les hommes politiques, je vous remercie de me l'avoir posée, mais pour le coup, je vais y répondre. Elle est centrale, cette question-là, parce que justement, j'y arrivais aussi un petit peu plus tard. Quand on a en tête ces catégories populaires, et notamment pour les questions des rapports au langage bon, qui me concernent directement, on focalise, mais j'ai lu des articles, je ne citerai pas ceux qui nous ont écrits parce que je vais pas être méchant, mais c'est la focalisation, mais caricaturale sur les jeunes des banlieues. Voilà, les milieux populaires, c'est les jeunes des banlieues. Ça veut dire que, et on nous dit les jeunes des banlieues issus, en plus, avec une précision, issus de l'immigration maghrébine ou africaine. C'est tout. Le peuple, il n'existe nulle part ailleurs. C'est quand même, ça, c'est hallucinant, quoi. Quand je parle des catégories populaires, quand je parle des ouvriers, des employés, c'est c'est pas justement défini par l'urbain ou pas. C'est que en focalisant sur l'urbain, en focalisant sur les banlieues des grandes villes, de façon presque obsessionnelle, mais dans un sens ou dans un autre, hein. Dans un sens en disant c'est les voyous, c'est les bandits, on a la vermine à nos portes, et de l'autre côté c'est une richesse, mais si ça peut faire plein de choses, en une sorte d'angélisme complètement délirant aussi, on oublie totalement c'est cette classe ouvrière, ces enfants d'ouvriers, d'employés qui vivent en milieu périurbain. Exactement. Et là, après, c'est le côté personnel, mais moi, j'y vis. Déjà, j'en suis issu. Bon, comme ça, c'est réglé. Mais après, ça n'explique pas tout. Mais j'y vis depuis 20 ans, dans le département dans lequel je suis né, donc je connais assez bien. Voilà, c'est des petites communes, et l'essentiel de ces gens ne travaillent pas sur le canton. Ils travaillent en ville, mais c'est typiquement des périurbains. Et on retrouve exactement les mêmes problèmes de rapport à l'écrit, de rapport à l'école, de rapport au savoir, etc. etc. Voilà. Même mes trois fils, hein, ils ont fait leur scolarité dans un collège public là, et je les ai vus grandir, eux et leurs copains, hein. Donc voilà, c'est typique. Donc quand je parle des classes populaires, c'est vraiment tout ça compris. Tout ça compris. Et il n'y a pas de distinction. Enfin, il n'y a pas de distinction, si, il y en a toujours, un peu plus précis, mais on englobe tout ça en même temps. Donc, quand je parle des rapports à l'écrit, des rapports au langage, c'est bien pour ça que j'ai passé un peu de temps sur la description des catégories populaires, c'est parce que tout le monde est concerné.
Tout le monde est concerné. Et c'est pas qu'une question de géographique, c'est une question d'appartenance sociale. Et une fois qu'on a dit ça, on est justement sur quelque chose qui va nous permettre de voir un petit peu les choses d'une autre façon. Parce que si c'est justement l'appartenance sociale qui va déterminer, je vais y arriver, eh ben on va se poser la question, mais pourquoi il y a des rapports spécifiques au langage pour certaines classes sociales. Bah, là aussi, c'est pas un truc qui vient comme ça en l'air et qui nous tombe dessus, une espèce de truc improbable qu'on n'arrive pas à régler. Non, non, il y a des raisons très précises. Et notamment, j'y reviens encore, la question de la scolarisation. Parce que la scolarisation, elle va changer les rapports au langage, au savoir, à l'apprentissage. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de scolarisation, si les parents n'ont pas été scolarisés, ou peu, eh ben, il y a ce qu'on appelle, ce que Bourdieu et Passeron avaient écrit déjà en 1968, la reproduction. Voilà. Et c'est ce qu'on constate. Et on va voir concrètement, c'est ce que là-dessus qu'a travaillé beaucoup Lahire. C'est toute une série de choses, de petits détails de la vie quotidienne qui vont faire la différence. Et ça, c'est si les parents, essentiellement liés au niveau du diplôme, pas à l'origine culturelle, linguistique ou je ne sais quoi. C'est d'abord ça. Ça peut jouer, bien sûr, mais c'est d'abord ça. Donc voilà, les classes populaires définies de façon sociologique et non pas de façon justement culturelle ou voilà. Parce que ces publics dont je parle ici, petitesse du statut, appartenance à la classe ouvrière, etc., bah, on le retrouve dans les grandes villes, on le retrouve aussi en périurbain, hein, partout, hein. Alors, ces classes populaires, une fois qu'on a compris ce qu'il faut, la précision, c'est ces classes populaires, si majoritairement les enfants, parce que je parle des enfants, les enfants sont, en gros, on peut se dire, oui, mais on est sur les adultes là. Oui, mais si je parle des enfants, les enfants sont de futurs adultes, on va dire là, pour l'instant, on est tous d'accord, et que si c'est de futurs adultes, et qui sont aussi de futurs parents. Et que ces adultes qui sont en difficulté aujourd'hui, qu'on a, bah, ils ont été des enfants. Donc voilà, on se dit, OK, ça, on n'apprend rien, mais c'est bien de le rappeler, parce que ça veut dire qu'il y a une continuité. Et que justement, cette question de la reproduction, de la transmission, eh ben, c'est capital si on veut comprendre les choses. On ne se dit pas, on a un État comme ça, on a des gens qui ont telle difficulté, on dit, mais comment ils les ont eu? Comment ça s'est reproduit? Et comment eux peuvent éventuellement reproduire leurs difficultés? Et c'est malheureusement ce qui se produit. Donc, ces classes populaires, de savoir comment une fois qu'on les a définis, savoir quel est le problème en particulier et pourquoi ce sont eux qui présentent le plus de difficultés. Donc, ce que je disais, c'est essentiellement l'école. Et là, pour ça, il faut essayer de comprendre en prenant de façon plus large. C'est que les rapports au langage, s'il y a des difficultés en termes langagiers, donc de lecture et d'écriture, c'est qu'il y a des rapports au langage ou des rapports au langage et des rapports au savoir qui sont particuliers, qui sont différents. Et pourquoi ils sont différents? En fait, ils sont pas vraiment ils sont pas différents par rapport à d'autres. C'est simplement, encore une fois, la scolarité qui va faire. Qu'est-ce que la scolarité change dans les rapports au langage, à l'apprentissage, etc. C'est ce que montre l'AIR. Je revenais là-dessus. C'est pour ça que je l'avais cité. L'AIR, il part, donc dès les années 80, il a commencé à travailler, il a publié sa thèse en 93, je crois. D'ailleurs, même sans que je vous l'envoie, ah, peut-être je vous l'envoierai quand même parce que vous ne le trouverez pas. Son bouquin de 1993 qui a un petit peu enfin, fait date de toute façon, mais il a écrit une montagne de choses. Et tout ce qu'il écrit, c'est intéressant. Donc, prenez la lire et vous lisez tout ce que vous pouvez de lui. C'est toujours intéressant. Et en 93, il a écrit son bouquin Culture écrite et inégalité scolaire, qui a été publié en 93. Mais là, j'ai eu l'heureuse surprise parce que lui, il travaille aussi comme ça. Ah, on me dit que le son est haché, mais donc ce bouquin, Culture écrite et inégalité scolaire, j'ai eu l'heureuse surprise de le voir en ligne, en accès libre, il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on est abonné avec la fac, avec ça, et que
Je ne sais pas si tout le monde peut l'avoir, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, bon, c'est un gros bouquin, mais c'est vraiment, il a tout compris. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il avait tout compris. Donc peut-être je le mettrai comme il est en accès libre de toute façon, il y a pas de souci. Je pourrais l'envoyer à ceux qui s'intéressent. C'est un gros bouquin, voilà. Donc ce bouquin, Culture écrite et inégalité scolaire, c'est pour dire aussi sur l'anecdote, j'essaye d'incarner aussi un petit peu ces choses. Quand j'ai lu ce bouquin-là, j'étais formateur d'adultes. Donc j'avais tous les jours des gens que je recevais, à qui j'essayais d'apprendre à lire, à écrire, etc. Donc, à ce moment-là, j'étais formateur d'adultes, mais je faisais ma thèse de mon côté. Donc, je lisais, je m'intéressais. Quand j'ai lu ce bouquin, Culture écrite et inégalité scolaire, je me suis dit, waouh, il a tout compris. Ce qu'il décrivait pour les enfants, et j'étais en réel, quoi, en prise réelle, hein. Quand j'ai lu ce bouquin-là, j'avais mes adultes là en face de moi. Ce qu'ils décrivaient pour les enfants, c'était exactement le même comportement qu'avaient les adultes face à l'écrit. Mais le même, j'ai mis. Donc son travail, c'est pour ça que comme ce bouquin est mis en ligne, il a écrit beaucoup de choses après, mais qui reprennent ça. C'est pas qu'il se répète, hein, parce qu'il a fait d'autres études, tout ça. Mais c'est pour ça, si je vous l'envoie comme ça, vous le lisez, enfin vous prenez ça. Il a tout compris. Et c'était exactement ce que je vérifiais avec mes adultes. Donc, c'est quoi ce qui trouve? C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à comprendre et qu'on comprend tout à fait justement par le fait de la scolarisation. Pour essayer de vous résumer ça en quelques mots, c'est qu'il dit, en fait, les enfants, il part du premier constat. Il dit, voilà, c'est simple aussi, hein, il dit, voilà, moi, on me parle d'échec scolaire depuis très longtemps, lui, quand il écrivait dans les années 90, hein, mais ça faisait déjà 30 ans qu'on parlait de. Oui, 30 ans, qu'on parlait d'échec scolaire, hein, depuis les années 60-70. Hein. Donc, il dit, on parle d'échec scolaire. L'échec scolaire, il touche qui d'abord? Donc, le constat, ce que je viens de faire, c'était de multiples études. Il touche d'abord les catégories populaires, les classes populaires, donc qu'on vient de définir. Bon, ok. Maintenant, il dit, pourquoi il y a un échec scolaire? À quoi l'échec scolaire est d'abord dû? Donc on sait qui ça touche d'abord et à quoi il est dû. Les études qui montraient, voilà, qui convergeaient vers cette question du langage, de la maîtrise du langage. On dit ça touche, ça concerne d'abord la question de la maîtrise du langage et en particulier la question de la maîtrise de l'écrit. Voilà, donc les études convergeaient pour montrer que c'était les classes populaires et notamment les difficultés de la maîtrise de l'écrit, mais du langage en général, mais surtout de l'écrit. Donc il a dit là, ah bah, je vais aller voir ce qui s'y passe. Il a passé 3 ans, hein, c'est pas du parachutage scientifique comme ça, il a passé 3 ans. Et je sais par ailleurs, d'ailleurs pour l'AIR, c'est pas un détail non plus, peut-être comme pour moi aussi, que lui-même est d'origine populaire. Donc il y a des choses comme on dit qui parlent, quoi. Au-delà des questions scientifiques, ça parle, quoi. Donc, il s'est dit, bah, je vais aller voir quels sont les rapports spécifiques au langage et notamment à l'écrit des classes populaires. Il a passé 3 ans dans un lycée, dans un lycée de la banlieue lyonnaise et il a fait son travail. Et la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'en fait, ce qu'il montre et ce qu'il démontre, et c'est là-dessus que je me dis, il avait tout compris parce que je l'ai repéré avec les adultes, c'est qu'en fait, ces enfants d'origine populaire ont des difficultés à mettre le langage à distance, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'objectivation du langage, c'est-à-dire à faire du langage un objet à part. Il dit, voilà, quels sont les rapports, comment il définit les rapports des classes populaires de façon générale, mais par rapport au langage, comme un rapport oral-pratique, oral-pratique. Ça veut dire qu'il dit, les classes populaires, on peut l'expliquer très facilement, hein, pourquoi. Les classes populaires considèrent le langage non pas comme un objet en soi, comme quelque chose qu'on peut mettre à distance, étudier, analyser, mais comme quelque chose qui nous sert tous les jours. Donc il ne dissocie pas la pratique de la langue. Alors que justement, ceux qui ont été scolarisés, et parce que l'école le fait, c'est ce qu'il appelle un rapport scriptural scolaire, c'est-à-dire qui passe par l'écrit et qui a un rapport spécifiquement scolaire. Et il démontre qu'en fait, dans toutes
toute la scolarité, et ça c'est en France et c'est partout ailleurs, que la scolarité a pour objectif de mettre le langage à distance, de l'analyser en tant que tel. Alors que pour les autres, il n'est pas analysé en tant que tel. Il ne s'analyse pas en tant que tel, il s'analyse par rapport à une expérience, par rapport à une pratique, et il est utilisé dans des situations d'énonciation concrètes, mais il n'est pas analysé. Je vous donne un exemple que lui donne dans un bouquin, mais je m'en suis, quand j'ai lu Lahir, un exemple aussi qui m'avait frappé, et je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça. J'avais des adultes en difficulté, et je leur avais trouvé un petit article sur le débroussaillage des forêts dans le sud, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies, ben, il y en a toujours, hein. Il y avait beaucoup d'incendies, donc ils avaient trouvé une solution, entre autres, ils avaient mis des ânes, ils avaient lâché des ânes, enfin lâché, ils avaient mis des ânes dans un sous-bois, dans un petit bois, et les ânes mangeaient tout ce qui se trouvait par terre. Donc, comme ils nettoyaient le sol, bah, ça pouvait contribuer à faire moins d'incendies, parce que les incendies partent toutes les petites branches, les petites herbes, tout ça qui traîne. Donc, comme les ânes nettoyaient tout, c'était une raison là-dessus. C'était un petit article pour dire les choses qui avait été tiré ça s'appelait Le Petit Journal, qui était fait plutôt pour les adultes, pour les enfants et les adolescents. Je leur avais donné ça sans leur dire que c'était ça, parce que c'était pas forcément. Il y en a peut-être quelques-uns qui l'auraient mal pris, mais en tout cas, si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Donc c'était un article relativement simple, voilà, qui était fait pour ça, qui était fait. Et le titre était là. Les ânes, je ne sais plus comment c'était, mais les ânes débroussailleurs ou les ânes utilisés contre les incendies de forêt dans le sud de la France, etc. Et je leur avais posé simplement une question, et dire à quoi ont servi, en gros, c'était la question, c'est à quoi ont servi les ânes? Pourquoi ils ont utilisé des ânes? C'était dans le titre, et c'était explicite, c'était clair. C'était un petit article, hein, il faisait une dizaine de lignes. Tout l'article expliquait ça. Et il y avait même une photo. Et je me souviens de leur réaction, de deux ou trois qui étaient là, donc, qui arrivaient à peu près à lire, hein, ils étaient pas, je pense que si on avait dû faire des tests, je ne sais même pas s'ils auraient été en situation d'illettriste, mais en insécurité langagière. Et je me souviens de leur réaction, c'est que quand je leur ai posé la question, ils ont levé la tête du texte, ils m'ont regardé et ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, bah, j'en sais rien, moi, j'ai jamais vu un bourricot. Euh, je lui dis, t'as pas besoin d'avoir vu un bourricot, c'est écrit là. Et je lui ai montré, vous savez, j'ai fait le geste, moi, inverse, je lui ai montré le texte. Et il a relevé la tête en me disant, ben non, moi, j'en sais rien. Et l'autre à côté qui n'avait pas la réponse, alors qu'elle était là, écrite dans le titre, dans le texte, c'était limpide, hein. L'autre qui dit, bah moi non plus, j'en sais rien, de toute façon, j'ai jamais foutu les pieds dans le sud. Bon, et là, je me suis dit, il y a un souci là. C'est écrit là, je leur dis, mais c'est écrit là. Et je montrais, vous voyez, physiquement le texte. Et en fin de compte, j'ai compris ce que moi, je n'avais pas compris, et c'est ce que disait Lahir, c'est qu'en fait, leur logique à eux, c'est une logique d'expérience. C'est leur expérience. Si je suis pas allé, je ne peux pas savoir. Le texte, il me dit rien, il me dit sans me dire. Donc en fait, ce rapport oral-pratique au langage, mais à l'apprentissage, c'est une façon de ne pas dissocier ce qui dit Lahir, et puis d'autres aussi, mais surtout Lahir, il dit, en fait, le langage, il est incorporé, il ne fait qu'un avec l'action. Alors que ce que fait l'école, et ce qu'on apprend à faire à l'école, c'est justement de le dissocier. Donc il dit, Lahir, il montre pas dans son bouquin et puis dans d'autres après, multiples exemples où, quand les enseignants posent une question aux enfants sur des questions de grammaire, bah, eux répondent par la logique de la pratique, comment, de la vie ou de l'énonciation, mais pas par rapport à une logique grammaticale. En fait, il dit, par exemple, il leur pose la question, c'était, je retrouve mon papier là, cet exemple-là. Il dit, bon, voici là. Il dit à un moment donné, il est dans une classe de perfectionnement, c'est là où il a fait son truc. Et ils disent, c'est un instituteur qui dit, voilà, je vous donne un exemple, il dit aux gamins, il dit, je vous donne un exemple, la pluie tombe, comment c'était cet exemple-là? Euh, la pluie
La pluie tombe violemment, je crois, ou je ne retrouve plus le machin, mais peu importe. La pluie tombe violemment. OK. Donc, il fait lire ça aux gamins. Et puis, il leur dit, ben voilà, parce qu'il voulait leur expliquer les pronoms, le pronom, les anaphores, etc. Et il dit, bon, ben voilà, vous avez compris ce que c'était, les gamins 18. Et puis, il dit, ben, je vais vous changer la phrase, je vais mettre, elle tombe violemment. Et l'instituteur dit, ben là, maintenant, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'instituteur, lui, ou le prof, voulait expliquer que à partir du moment où on n'a pas spécifié le nom, on ne peut pas comprendre et que ça reste flou. Et les gamins, lui, eux, n'ont pas du tout compris ça. Ils disent, mais si, on a compris. Mais il dit non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est elle, on ne sait pas ce que c'est elle. Mais il dit bien sûr que si, qu'on sait ce que c'est. La pluie, on la voit tomber, on voit les gouttes tomber. Donc en fait, ils ne sont pas du tout dans la logique discursive, textuelle, grammaticale. Ils sont dans une logique qu'il appelle lui orale pratique. Donc ça veut dire que toute la difficulté, tout le reste des difficultés vont reposer sur cet aspect-là. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une logique scolaire, après, il y aura d'autres problèmes qu'on va voir, mais s'ils n'entrent pas dans cette logique scolaire-là, il y a des chances qu'ils échouent. Alors, ce que montre aussi, on a fait il y a eu beaucoup de travail sur les décrocheurs. Vous avez entendu parler des décrocheurs, je suppose, décrochage scolaire, etc. On l'appelait les décrocheurs. En fait, il y a plusieurs catégories de décrocheurs. Il y a ceux qui accrochent, il y a les accrocheurs, ceux-là, ils sont majoritairement dont les parents ont fait des études, ils comprennent la logique des études, ils comprennent la logique scolaire, ils savent que les études, même si ça peut être pénible, ils savent que les études le conduisent à l'emploi, etc., etc., et ils suivent. Et puis, il y a parmi les accrocheurs pas forcément enthousiastes, ceux qui n'ont pas très bien compris la logique scolaire, les tenants, les aboutissants, l'intérêt vraiment d'avoir un boulot, mais qui s'accrochent parce qu'ils disent, bon, puisque c'est ça qu'on me demande, je ne comprends pas toujours ce qu'on me demande, la logique des exercices structuraux, grammaticaux ou d'autres, ou des maths, mais je suis parce que j'ai compris que ça peut être quand même important pour la suite. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas non plus, mais qui eux ont décroché. Ils disent, moi je ne comprends pas, c'est à quoi ça me sert de faire de la grammaire, à quoi ça sert de faire ce travail sur la langue. Si je ne vois pas l'utilité, je suis pas. Parce que c'est quand même, justement sur cette question, le... Je m'arrête parce que je vois une question, ça je réponds tout de suite. Je préfère. Dites-moi. J'ai vu tradition orale. Voilà, la tradition orale transmet des concepts qui ne font pas partie de l'expérience directe, donc les contes, Exactement. fables, anecdotes. Il y a donc une dissociation. Ce qui passe par l'oral peut être compris malgré tout. Tout à fait. Donc là aussi, je vous remercie d'avoir posé la question parce que ça arrive juste après. Je suis complètement, tout à fait, c'est le rat. C'est pour ça que je vous parlais au tout départ, je vous parlais d'anthropologie, parce que c'est précisément ça. On est là-dedans, dans cette question de la tradition orale. Voilà. En fait, on est dans la tradition orale dans les pays industrialisés, mais on n'en est pas encore complètement sorti. On est toujours dedans. C'est exactement ça, oui, effectivement. Donc, pour finir sur cette question, qu'est-ce qui va, ce que dit Lahir, ce qu'il a découvert et montré dans son bouquin dont je vous parlais, mais il l'a montré par d'autres exemples encore, et ça se confirme, nous on le voit par rapport aux adultes, voilà. Là pour le coup, c'est du très solide. Ce qui montre qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas, ces classes populaires ont justement un problème de distance métalinguistique. C'est que l'école, l'apprentissage met à distance le langage. Et c'est précisément ce qu'eux ne savent pas faire. Mais ils ne savent pas faire, pas une fois qu'ils ont appris à le faire. Parce que quand je vous disais, la majorité des jeunes qui sont, ou des jeunes ou des adultes qui sont en échec scolaire notamment, sont d'origine populaire, mais l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire que la majorité des jeunes d'origine populaire ne sont pas forcément en échec. Ça ne marche pas dans l'autre sens, heureusement. Heureusement. Mhm. Mais ceux qui ont le plus de difficultés à le faire sont ceux justement qui appartiennent à ces catégories sociales et on va voir pourquoi ils ont des difficultés à le faire. Alors, effectivement, après on verra, je vais voir combien il me reste de temps là. Ouais, bah, une demi-heure. Ouais, ouais, ça va la Voilà. faire. Ça va la faire. Donc,
Cette idée de la tradition orale, elle est centrale, effectivement, parce que c'est pour ça que c'est une question anthropologique. Là aussi, je peux renvoyer à ce que j'ai écrit notamment dans cet article-là, dans le bouquin sur les insécurités langagières. C'est quoi la tradition orale? En fait, la tradition orale, elle vient pas de la nuit des temps, mais pratiquement. Ce qu'il faut comprendre, il faut replacer ça dans le temps très long. On va se dire, mais je vais vous parler de ça, mais dire quel est le rapport avec. Vous allez voir enfin, j'espère que vous allez le voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire de l'humanité, euh, euh, les êtres humains, alors là, c'est très compliqué à savoir, mais même s'il y a des études scientifiques qui sont de plus en plus pointues, qui recoupent, etc. Mais en gros, on peut se dire que voilà, le langage articulé, le langage, disons, sophistiqué, on va l'appeler ça comme ça, mais le langage articulé avec le langage complexe, c'est-à-dire avec des phrases et non plus simplement des mots, c'est à peu près l'Homo sapiens, c'est-à-dire qu'on fait remonter à 150, 200, voire 300 000 ans. Disons que là où avec toute une série de recoupements, je n'aurai pas le temps de l'aborder ici, toute une série de recoupements en termes euh, de développement cognitif par rapport aux sépultures, aux outils qu'ils avaient, etc., etc. Bon, on arrive à peu près à l'idée que, en gros, vers moins 50 000, les populations de la planète avaient pratiquement toutes, même si c'est invérifiable forcément, mais par des recoupements, les êtres humains, d'il y a moins 50, moins 60, peut-être même moins 70 000, on peut même aller jusqu'à moins 100 000. Allez, je vous la laisse à moins 100 000, mais en tout cas vers moins, c'est ce qu'on a appelé la révolution cognitive, même si c'est à vérifier, mais moins 60, moins 70 000, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, parce qu'on retrouve des peintures qu'on ne retrouvait pas avant, on retrouve des parures qu'on ne retrouvait pas avant, on retrouve des sépultures qu'on ne retrouvait pas avant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et qu'ils ont voyagé, les êtres humains. Ils savent qu'ils ont été en Australie, ils savent toute une série de choses. Donc il s'est passé quelque chose. Et donc vers, en gros, moins 70, moins 50, les êtres humains savent parler. Et je rapporte ça l'apparition de l'écriture, les toutes premières formes d'écriture rudimentaires qui ne sont pas encore calées sur l'oral, c'est moins 3300. Pour l'instant, c'est les plus anciennes. Donc entre moins 50 000, voire moins 70 000 et moins 3000, vous voyez le temps qui s'est passé. Ce qui veut dire que d'un point de vue anthropologique, l'écrit, il est très, très postérieur à l'oral. Et ça a des incidences très concrètes. Enfin, on se dit, bah, mais qu'est-ce que, une fois que l'écrit est apparu, c'est bon, maintenant, on va pas. Mais si, ça a des incidences très concrètes. Ça veut dire que l'écrit, il apparaît il y a moins 3300, Mésopotamie, bon. Et puis, mais il se diffuse très, très, très lentement. Non seulement il se diffuse géographiquement très lentement, il y a des zones complètes, comme l'Afrique au sud du Sahara, l'Amérique, à part les Mayas, aucun ne connaissait l'écriture. Voilà, il y a des zones complètes sur la surface du globe où l'écrit n'apparaît pas, il apparaît qu'avec les Européens ou les Arabes. C'est tout. Ils ne connaissent pas du tout l'écriture. Donc, l'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est la tradition orale. Et que même dans les zones où l'écriture apparaît, il y a des différences sociales considérables. Considérables, hein. C'est une poignée de gens qui. L'écriture apparaît en Mésopotamie, en Égypte, en Chine. L'estimation, c'est 1, 2, 3, 5% de la population qui sait maîtriser. Les autres, non, pas du tout. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui s'impose tardivement. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences concrètes, c'est que là, on passe de l'anthropologie de la préhistoire à aux neurosciences. Ça aussi, il ne faudra pas que j'oublie, parce que je vous dis, vous m'envoyez les articles et il ne faut pas que je les oublie. Plutôt que de vous les citer, Je je vais vous vous les le envoie. rappeler. Oui, oui, merci. Merci. Ouais, comme c'est enregistré, en plus, je suis prêt la main dans le sac si j'oublie un truc, mais c'est possible. Alors, la conséquence concrète, c'est que les neurosciences, notamment avec Dehaene et puis d'autres, Kolinski, donc je vous enverrai, ils ont fait un article, mais ils en ont fait plusieurs là-dessus. Ce dont on s'aperçoit concrètement, c'est qu'en fait, la partie du cerveau qui est utilisée qu'on utilise pour lire, en fait, elle a été recyclée. Tout simplement parce que il y a une partie du cerveau qui est consacrée au langage.
Celle-là, c'est l'ère de Broca, tout ça, voilà, ils l'ont bien délimité, on sait comment ça fonctionne. Mais en fait, l'ère du cerveau qui est consacrée à la lecture, donc celle-là, l'ère, si l'ère de Broca elle existe, ça veut dire que c'est très, très, très ancien. C'est que le cerveau de l'homme, et l'homme, il a réussi, enfin, il a changé pour justement intégrer cette fonction-là. Par contre, pour l'écriture et pour la lecture, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone spécifique du cerveau, c'est une partie du cerveau qui s'est recyclée en quelque sorte, et cette partie du cerveau qui s'est recyclée pour la lecture, c'est la partie du cerveau qui sert à reconnaître les visages, notamment. Et c'est pas pour rien, quoi. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le temps long de l'histoire, le langage est connu, enfin, est utilisé depuis tellement longtemps qu'il y a maintenant une zone spécifique pour le cerveau, mais pas la lecture. Parce que la lecture, 5000 ans, il y a 5000 ans, c'est même pas hier, c'est tout à l'heure, ça. Donc, le cerveau, il n'a pas eu le temps de faire. Donc, ça prouve bien qu'il y a ce décalage-là. Et que la lecture et l'écriture, c'est pas quelque chose d'aussi naturel, même si je mets beaucoup de guillemets, que le langage. C'est un apprentissage, c'est un long apprentissage. Et c'est le cerveau, il doit se transformer. Et on voit aussi que le cerveau, il se transforme. Je vous enverrai l'article, vous verrez que en apprenant à lire, à écrire, le cerveau se transforme. Donc ça veut dire que pour ceux, alors je ne parle pas de ceux qui sont en situation d'illettrisme, même si je pense que pour certains, ils sont à mi-chemin. Mais pour les analphabètes, par exemple, il y a des études qui ont été faites là-dessus, vous le verrez sur l'article, notamment par José Moraes qui a travaillé sur cette question-là. Il montre qu'en fait, le cerveau d'un analphabète, par rapport à l'oral, hein, il ne réagit pas de la même façon. Ça veut dire que quelqu'un qui a appris à lire, à écrire, alors ça paraît un paradoxe, mais ça n'est pas, quelqu'un qui a appris à lire, à écrire, il entend mieux les sons. Vous voyez le truc? Il les entend mieux, parce qu'en fait, il les a vus. Il les a vus écrits. Donc en fait, pour quelqu'un qui sait lire et écrire, il n'arrive plus à distinguer l'oral de l'écrit. C'est typiquement, par exemple, quand vous entendez, je sais pas, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, Mm. un mot, si vous le parlez, si vous l'avez un petit peu parlé, un mot, vous entendez, mais que vous ne connaissez pas. Enfin, le premier réflexe qu'on a, c'est comment ça s'écrit. Qu'est-ce que ça peut changer, en fait, de savoir comment ça s'écrit? En principe, rien, mais ça change tout. Pour nous, ça change tout. Donc, en fait, pour nous qui savons lire et écrire, les deux se surimpriment, au sens propre presque. On entend l'oral en le voyant écrit, pratiquement. Donc les deux sont surimprimés, ce qui n'est pas le cas des analphabètes, et sans doute, là, les études n'ont pas été faites sur des publics qui sont en cours d'apprentissage. Enfin, en tout cas, qui débutent l'apprentissage, oui, mais en cours, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a un lien. Et donc, c'est aussi pour cette longue histoire de l'apparition de l'écriture qui n'apparaît que très tardivement. Donc, pour revenir à cette tradition orale, effectivement, on est dedans. C'est-à-dire que l'alphabétisation de masse, là, on se joue, on dit, elle décrit, il y en a absolument partout, c'est incontournable, etc. Ben oui, mais c'est tout récent, ça. C'est tout récent. L'alphabétisation de masse en France, c'est le 18e, 19e siècle. Et c'est parmi les pays les plus évolués. Aujourd'hui, dans le monde, certains pays d'Afrique, c'est 65% d'analphabètes. C'est parfois, pour des pays les plus en difficulté, le Soudan ou l'Afghanistan, c'est bien plus. Donc, ça veut dire qu'on est très loin d'une humanité où tout le monde sait lire et écrire, très très loin. Donc, ce qui veut dire que cette tradition orale, c'est quoi? C'est l'idée que on va essayer de faire court là-dessus, parce que je vais essayer de finir aujourd'hui là-dessus. En fait, cette tradition orale, elle joue déjà dans les mentalités. C'est toute la vieille histoire des mythes, la vieille histoire des contes. Tous les mythes, tous les contes ont tous été transmis par l'oral. Et c'est à un moment donné dans leur histoire qu'ils ont été transmis, qui ont été mis à l'écrit. Et à partir du moment où ils sont mis à l'écrit, ils se sont figés, ils n'ont plus bougé. Mais ils étaient à l'oral. Et donc, la façon de raconter les mythes et les contes, c'était par rapport à la situation, on racontait l'histoire et puis d'une façon, et puis les conteurs, ça aussi, c'est les études qui ont été faites, ils racontaient la même histoire à d'autres personnes d'une façon différente. L'écrit, lui, il va figer ça. Il va fixer les traditions, il va fixer les textes religieux, il va fixer tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette oralité aujourd'hui? L'oralité aujourd'hui et la tradition orale aujourd'hui, dans nos sociétés, elle joue évidemment moins. Là, pour le coup, ceux qui savent lire et écrire sont très largement majoritaires. Mais comment ça joue? On va dire, je vais résumer un petit peu la formule.
mais en essayant de l'expliquer, c'est l'idée que, en gros, ces personnes, et vous le verrez quand j'analyserai les textes plus tard, les textes, les productions écrites. Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est qu'on pourrait résumer ça en disant, ils écrivent comme ils parlent. Mais en la débarrassant de l'idée qu'on a aujourd'hui, il écrive comme parle, ça veut dire que un petit peu, voilà, avec les mots de tous les jours, les mots de l'oral, quand on écrit, c'est plus soutenu, etc., etc. Mais en reprenant la formule, c'est un tout petit peu quand même de cette idée-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils écrivent comme ils parlent? En fait, vous verrez quand on va analyser ça, ils écrivent comme ils parlent, c'est qu'en fait, pour ces personnes dont la scolarité n'a pas été forcément un terme, ou elle l'a été, mais dans des conditions compliquées, pour ces personnes qui sont issues eux-mêmes de milieux populaires où l'écrit a une place infime, ou c'est inexistant, comment ça joue? Ça joue sur le fait qu'il n'y ait pas de livre à la maison, le fait qu'on ne lise pas des histoires aux enfants. Tout ça, on a montré qu'il y a une entrée ce qu'on appelle l'entrée en littératie, l'entrée dans le monde de l'écrit, que certaines familles vont favoriser, voire surfavoriser, et celles qui ont des diplômes, et celles qui, au contraire, ne le favoriseront pas. Voire pire, le défavoriseront, en disant, en rejetant ça c'est des trucs de faillots, voire pire. Enfin, vous voyez aussi ces termes-là qui sont dévalorisants pour l'écrit, pour la culture scolaire, aussi parce qu'ils n'entrent pas. Donc c'est tout cet apprentissage-là que certains vont faire qu'à moitié, qu'on ne va pas faire du tout. Et donc, quand ils vont entrer dans l'écrit, en fait, ils entrent dans l'écrit par l'oral. Donc, quand je dis ils écrivent comme ils parlent, c'est que la difficulté pour eux de rentrer dans l'écrit, ça je vous le montrerai avec les productions, la difficulté pour eux de rentrer dans l'écrit, c'est de se placer dans une position de scripteur. Et donc, la position de l'écrit, c'est deux personnes qui ne se voient pas, qui ne sont pas en face à face, et qui doivent expliciter expliquer des choses, expliciter des situations sans le face-à-face. Or, la situation de l'oral, qui est leur situation courante de la vie de tous les jours, parce qu'ils ont d'abord ce modèle-là en tête, c'est quoi l'oral par rapport à l'écrit? Ben, ça change tout. C'est pas une question de substance, c'est pas une question du phonique et du graphique. La position de l'oral, c'est quoi? C'est quand on a quelqu'un en face à face, en face de soi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les visios, c'est si compliqué que ça. Et il y a des études qui ont montré que c'est justement beaucoup plus fatigant cognitivement qu'un face à face. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un oral en face à face? Bah, quand vous avez la personne en face de vous, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de deviner. Comme j'essaye de le faire là, qu'est-ce que ça peut être leur réaction? Est-ce qu'ils vont souffler, râler, ronchonner, être d'accord, pas d'accord, etc. Je suis obligé pour quelques-uns que je vois, les autres, je le devine. Et c'est ça qui fatigue cognitivement. Quand vous l'avez en face à face, en fait, l'essentiel de l'échange, il va reposer, enfin, ça va reposer en partie sur les mots qui sont échangés, en partie seulement. Tout le reste, et ça on le sait depuis les années 70, tout le reste des échanges va reposer sur des mimiques, une gestuelle, une posture, un regard. Euh, et donc, en fait, l'interaction, on sait bien que l'interaction, c'est une co-construction. Mais une co-construction qui repose sur beaucoup de non-verbal. Donc, des intonations, des mimiques, des gestuels, etc. Quand on est à l'écrit, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, quand on est à l'écrit, qu'on lit ou qu'on écrit, eh ben, il faut reconstituer tout cet univers-là. Or, il n'est plus là. Donc, la question de la tradition orale, c'est à la fois une question anthropologique, de dire, voilà, l'histoire de ça se transmet de bouche à oreille, l'essentiel de l'information, c'est d'aller en direct, mais c'est aussi très concrètement le fait on passe pas de l'oral à l'écrit comme ça, simplement en se disant, c'est ce que croit l'école, c'est qu'on parle comme ça, comme un phénomène de transsubstantation. On passe d'une substance à l'autre. C'est facile. Ça se prononce comme ça s'écrit comme ça. Ben oui, mais oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais on est loin, ça n'est loin de n'être que ça. C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. Vous donnez quelle heure qu'il est, ouais. Un dernier exemple, enfin un dernier, un exemple où là aussi j'ai appris, là je venais juste de finir d'être recruté à l'université et j'avais une recherche qui avait commencé avant.
C'était une recherche c'était une action de formation qui avait été qu'on faisait avec un organisme de formation. C'était dans une usine près d'ici en Moselle, ArcelorMittal. Vous connaissez sans doute parler, sidérurgique. Ils produisent toujours d'ailleurs, tant mieux, euh, des, euh, des rouleaux, enfin bon, des tuyaux en rouleau, etc. Bon. Et donc, dans cette usine, il faisait intervenir des personnes qui font du nettoyage industriel. Ils nettoient l'usine régulièrement. Il faut nettoyer l'usine de toutes les saloperies qui traînent partout, etc. Bon, cette équipe qui venait nettoyer l'usine ne travaillait pas pour ArcelorMittal directement, mais pour une boîte de nettoyage industriel. Et l'usine ArcelorMittal avait décidé de faire passer un test d'entrée dans l'usine. Toute personne qui rentrait dans l'usine devait passer ce test-là pour connaître les consignes de sécurité. C'était une façon de se couvrir. Il disait, voilà, si tu remplis ce test-là, tu réussis le test, tu peux rentrer. Si en gros, un homme ou une femme prévenu en vaut deux. Si t'arrive quelque chose, moi, c'est plus de mon ressort. Tu savais les consignes, tu les as pas appliquées, voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais ça concernait aussi ceux qui travaillaient sur le site. Donc tous les autres l'ont passé sans problème, sauf que eux, le problème de ce groupe de personnes, c'est qu'ils étaient analphabètes. Donc ils venaient de toutes les origines, mais en tout cas ils étaient analphabètes. Il y en avait deux là-dedans qui étaient francophones mais d'origine italienne. Il y avait un Marocain, il y avait un Vietnamien. Bon, ils parlaient tous le français avec plus ou moins de difficultés, mais tous analphabètes. Donc, on va dire que c'est pas concerne pas, mais c'était surtout pour j'ai compris leur rapport à l'écrit. C'est qu'en fait, je leur ai pour les donc moi j'étais allé avec le formateur, parce que je l'étais plus à ce moment-là, pour travailler sur des outils, des activités qu'on pouvait leur faire faire. Et j'avais profité pour faire un petit travail de recherche je leur avais passé sur l'écran, je leur ai fait défiler des consignes de sécurité qui concernaient une autre usine, voilà, bon. Et donc, c'était un texte qui était simple, qui était fait justement pour que ce soit lu par le maximum de personnes et qui défilait. Et sur ce texte-là, il y avait des consignes de sécurité, des images, etc. Et il y avait à un moment donné euh, un morceau du texte où on voyait bien écrit en plus gros, en gras et surligné en jaune fluo. Donc le truc, si vous voulez, quand vous lisez ça, ça ne peut pas vous échapper. Je leur dis, bah, dans ce texte-là, à votre avis. Donc eux étaient analphabètes, hein. Mais je travaillais avec eux, on voulait travailler avec eux, l'abord, comment ils abordaient les documents et tout ça. Et quand ils sont arrivés là, donc le truc, ils sautent aux yeux, hein, au sens propre du terme presque. Je leur ai dit, à votre avis, là-dedans, qu'est-ce qui semble important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils ont voulu vous dire d'important dans le texte? Eh bien, ils n'ont pas vu. Il y en a un qui m'a dit, ah bah, c'est ce qui est écrit là, ça a l'air bien. Et puis, il y en avait, c'était l'image. Il dit, et puis ouais, et puis hop, ils discutaient entre eux, bah, tu te rappelles un tel là, ils voyaient une image, ils ont interprété ça comme, en fait, c'était une machine qui crachait de l'huile, et donc c'était dangereux parce que ça pouvait prendre feu. Et puis, ils se sont parlé, mais ils n'ont pas vu au sens propre le passage là. Et là, je suis tombé des nues, je leur ai dit, mais c'était un petit peu comme l'âne, quoi. Je leur ai dit, mais regarde, vous êtes sûr que vous avez rien vu qui est important? Mais non, pas du tout. Donc, en fait, j'ai compris que l'écrit, c'est pas. Oui, il y a bien sûr des, hum, des transsubstantations de l'écrit, de l'oral, des phonèmes, mais c'est un code. C'est tout simplement un code. Donc, le code de j'écris en gras, j'écris en fluo, j'écris en encadré, j'écris en italique, j'écris tout ça. Alors là, ils en étaient très loin. Ils en étaient très loin. Donc en fait, entrer dans l'écrit, sortir de l'oral, sortir de ces positions de face à face où on a la gestuelle, etc., pour rentrer dans l'écrit, en fait, eh ben, le chemin est long, mais qui va largement au-delà des questions purement verbales, phonologiques, tout ça. Question dont, justement, je l'aborderai la fois prochaine, mais en tout cas, c'est pour finir là-dessus, parce que, ouais, pour finir là-dessus, cette question de la tradition orale, cette question du passage de l'entrée dans l'écrit, eh ben, il ne se fait pas de la même façon selon qu'on a été scolarisé ou pas, et selon que dans sa famille, c'est pour ça que c'est pas un mystère absolu. Pourquoi les classes populaires? Bah, tout simplement parce que les classes populaires, ce qui les caractérise, justement, on l'a vu sociologiquement, c'est la petitesse du capital culturel. Et donc, si eux-mêmes sont dans cette situation-là, leurs parents aussi, donc il y a des choses qui ne se sont pas transmises.
qui ne se sont pas transmises. Ce rapport à l'écrit, cette attention portée au langage, cette attention, cette richesse du vocabulaire, voilà, toute une série de choses qui se transmettent dans les familles à capital culturel élevé, qui ne se transmettent pas dans les autres familles. Donc voilà, on a le cycle de la reproduction. Mais en même temps, le côté, c'est de dire, il n'y a rien d'une fatalité. Ce qui va changer, c'est la scolarisation. Plus la scolarisation est longue, et moins on aura ça. Ça peut changer en une génération, hein. Ça peut changer tout. Voilà, donc en fait, ces publics qu'on a là, bah, quand on comprend un petit peu leur façon de faire, c'est qu'on rentre pas directement dans l'écrit sans passer par la case sortie de l'oralité. Voilà, voilà, je m'arrête là parce que Ok. de toute façon, on reprendrait. S'il y a des questions, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Justement, moi, j'en ai une, puisque bon, par rapport à ce que vous venez d'évoquer là, tout au long, c'est que, quand on est, enfin, vous évoquez justement, une certaine responsabilité, enfin, entre guillemets, du fait d'être, ou pas dans une classe, sociale, ou pas. Par contre, moi, la question que j'ai, c'est que, bon, à partir du moment où on met ses enfants à l'école, la responsabilité, donc elle est engagée vis-à-vis des parents, de dire: «Bon, je veux que mes enfants soient scolarisés, qu'ils apprennent à lire et à écrire, compter», voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette responsabilité, elle est copartagée entre, on va dire, l'enseignant et le Ah parent, oui. hein, d'accord? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'enfant, subit ou en tout cas bon, il vit des échecs, des difficultés dans l'apprentissage? Bah, en principe, oui, tout à fait, hein. C'est justement le rôle, la fonction sociale de l'école, c'est justement de pallier aux inégalités. C'est de te dire, on sait qu'il y a des inégalités, et donc on sait que tout le monde n'arrive pas. On le sait, par exemple, quand les gamins arrivent avant même le CP, hein, parce que c'est là où au CP que tout se joue, hein, parce que c'est là qu'ils apprennent à lire et écrire. Avant qu'ils arrivent au CP, des études l'ont montré, qu'ils ne sont pas du tout en position d'égalité. Il y a ceux qui sont dans les familles où on leur a montré de l'écrit, on les a amenés dans les médiathèques, même tout petits, hein. On leur a lu des histoires, parce qu'en leur lisant des histoires, ben, ils entrent dans le monde de l'écrit. Il y a une syntaxe particulière de l'écrit, etc. Donc, quand ils arrivent au CP, les gamins sont déjà plus en situation d'égalité. Donc, tout le travail de l'école, je ne dis pas qu'il est facile, c'est d'essayer de compenser ça. C'est d'essayer de Mmh. compenser. Sauf que, justement, la question, c'est de savoir si on a vraiment, si l'école a vraiment conscience de ça. Elle a conscience de ces inégalités, ça, elle le constate, tout ça, mais est-ce qu'elle l'aborde de la bonne façon? J'en sais rien. Mmh. C'est aussi des choses qu'on ne veut pas voir. On va voir des problèmes culturels, peut-être Mmh. là où il n'y en a pas, mais là, on ne verra pas des problèmes sociaux. Donc, Mais on va peut-être en rajouter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rajouter alors des cours supplémentaires, mais des cours supplémentaires qui vont faire la même chose. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à creuser sur les contenus, sur la façon de faire. Mais c'est l'école qui doit faire ce boulot-là. J'allais dire, ils sont payés pour ça, mais globalement, hein, par les gens, forcément. oui, oui. OK. Alors, justement, j'ai une personne qui voudrait vous poser une question à l'oral, donc je vais essayer de la retrouver. Si elle peut débrancher, enfin, en tout cas, reconnecter son micro. Oui, c'est Sandrine Voilà, Capel. OK, Mais parfait. j'ai peur que ce soit trop long à écrire, donc je me permets. Vous parliez justement de l'accompagnement de la scolarité et que ça peut évoluer très vite d'une génération à une autre, hein. Mais est-ce que ça passe pas aussi par la prise de conscience, justement, cette conscientisation des familles aussi à la base, de Oui, dire, de les accompagner, leur faire prendre conscience que même si eux n'ont pas eu cet accompagnement et dès la base, l'écrit, l'oral, tout ce qui va bien, que aujourd'hui, pour leurs enfants, pour les accompagner, pour tout ça, voilà, leur faire prendre conscience de l'importance de tout ça, justement. oui, Et est-ce qu'aujourd'hui, on travaille dans ce sens aussi, en fait, avec ces générations au-dessus, quelque part, qui permettraient aux nouvelles générations d'évoluer? ah ben c'est clair, mais le problème, c'est que il y a plusieurs choses. Là, c'est un vaste problème, hein, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que conscientiser les familles, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que les familles, il suffit pas de leur faire la leçon de morale, parce que c'est facile de suivre. On leur dit la scolarité, suivez ce que font. Oui, mais ils peuvent pas. Pour certains, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que vous avez, moi, je vois avec mes gamins, hein, tout passe par Internet.
Donc ils passent par le ENT, des trucs comme ça. Mais moi, j'en connais hein, autour de moi des parents qui sont pas démissionnaires, qui voilà, et qui disent je comprends rien, quoi, leur truc, qui vont réagir à contretemps ou voilà. Après sur les contenus. C'est quand les parents, même s'ils ils veulent les suivre, mais quand ils peuvent pas les suivre, quand vous avez des parents à capital scolaire qui peuvent suivre les gamins jusqu'à l'université, avec les autres, ils vont décrocher dès qu'ils rentrent en sixième, c'est compliqué hein, de les suivre. Tu as fait tes devoirs, tu as vérifié. Bon, ça, c'est une chose. Et puis après, sur la question de l'école, c'est qu'elle ne peut pas, elle, complètement se reposer sur les parents. C'est sa mission quand même. C'est sa mission. Donc les parents disent, oui, mais moi j'y peux rien, je sais pas, j'ai pas envie. C'est l'école. Si je les mets à l'école, s'ils sont à l'école, c'est justement parce que l'école doit faire son travail. Donc je pense quand même que c'est là-dessus que ça doit jouer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font en fait les parents? Ce qui peut arriver, c'est quand ils voient que les écoles, les parents qui sont motivés, qui veulent, mais qui peuvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans le privé. Voilà. Parce qu'ils se disent, les autres, si je n'ai pas de réponse, si je n'attends rien, au moins, est-ce que c'est une bonne solution? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est leur solution. Ils disent, au moins, ils sont suivis, ils seront là, on fait attention à eux, ils vont bosser, voilà. Avec l'illusion que, des fois, c'est pas qu'une illusion, malheureusement, hein, c'est aussi ça la réalité, quoi. Merci beaucoup. De rien. Et il y avait Colette qui disait l'institution ne le voit pas, les profs si. Donc il faut accompagner les jeunes parents, donc on faire la maison, enfin les maisons vertes. Et en maternelle, le lien et la confiance créée avec les familles sont très importants. Tout à fait, ça c'est clair. C'est clair, de toute façon, encore une fois, si l'école est faite pour ça, c'est qu'il faut vraiment rapprocher, parce que pour un certain nombre de publics, l'école, c'est le repoussoir, carrément, hein. C'est même pas, c'est pas que c'est pas un attracteur, c'est carrément un repoussoir, parce qu'ils ont connu eux-mêmes des scolarités compliquées. Par exemple, en formation d'adulte, ce qu'on voyait, c'était ça. Alors, il y avait aussi une différence très genrée homme-femme. Que les femmes, en général, qui avaient eu une scolarité compliquée, voulaient reprendre, elle nous disait, on reprend à zéro, on recommence, on efface tout et on recommence, on essaie. Les hommes, c'était le rejet. C'est-à-dire tout ce qui Mm. pouvait ressembler à l'école, c'était le rejet total. Pas de devoir, enfin tout ce qui pouvait ressembler à du scolaire, c'était le rejet. Donc il y a quelque chose qui s'est passé ou pas passé. Donc si on rapproche les familles de l'école, c'est forcément une bonne chose. Mais après, il y a quand même la question des contenus. C'est-à-dire qu'il suffit pas, il faut qu'on réfléchisse quand même au contenu. Qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y dit, quelle démarche, voilà. Est-ce que la question, c'est pas de passer de Stendhal à la bande dessinée, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont qui appartiennent à une culture. C'est pas baisser le niveau, hein, mais Mm. qui n'est pas forcément la leur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Donc il y a les concepteurs, voilà. Le problème, c'est qu'à l'école, il y a beaucoup aussi d'idéologie dans tous les sens, quoi. Donc c'est le lieu de l'affrontement idéologique avec des gens qui connaissent pas forcément le problème. Donc c'est wow, la baisse de niveau, il faut revenir au classique, à l'orthographe, à la grammaire, et puis les autres qui nous disent exactement l'inverse. Donc c'est parfois difficile de trouver le moyen terme. Mais je pense quand même pour rapprocher l'école des familles, alors ça c'est absolument nécessaire, mais il y a aussi la formation des enseignants. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi quand je parlais des classes sociales, Mm. c'est que un temps, c'était plus tout à fait le cas, mais maintenant c'est la revenu. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants eux-mêmes sont issus des classes moyennes et des classes supérieures. Donc il y a aussi un problème, c'est qu'avant, il y avait l'instituteur, il y avait le prof qui était lui-même issu des classes populaires, qui pouvait sentir un petit peu, qui pouvait comprendre un Mm. petit peu mieux. Mais là, il y a un décalage aussi de ce point de Mm. vue-là. Donc en fait, les profs, ils disent, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils sont nuls, ils sont incultes. Alors, je peux comprendre parce que des fois, il faut tenir des classes, c'est vraiment très compliqué, hein. Très, très compliqué. Je peux comprendre ça. Mais en même temps, il faut essayer de travailler sur ce décalage. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça. C'est-à-dire, c'est pas de dire de justifier l'injustifiable s'il y a des comportements violents, agressifs, tout ça, ça c'est hors de question. Mais en tout cas, savoir comment ils vont fonctionner par rapport à leur discipline. Voilà. Donc ça Exactement. demande aussi. Et justement, Isabelle Rabier dit que les personnes qui construisent les programmes scolaires ne sont pas issues des classes populaires. Ah bah voilà. Voilà. Mais c'est ça, ça joue. Ça joue énormément, quoi. Après, Ouais. voilà, après c'est plus du subjectif, là, ce que je vous Mm. dis, mais
il y a quand même des choses où moi, depuis tout petit, voilà, j'ai lu. Je suis issu des classes populaires, hein, j'ai lu, mais il y a des choses énormément, énormément. Mais il y a quand même des choses qui me tombaient des mains, quoi. Proust, on en a fait une montagne. Alors, je sais pas si des critiques littéraires peuvent m'expliquer, mais ça me tombe des mains. Je dis, mais qu'est-ce Mhm. qu'il me dit, de quoi il me parle? Là, c'est pas mon monde, c'était pas mon rien, ça correspondait à rien de ce que je sentais, je voyais, ni mes parents, ni mes grands-parents. Et pourtant, c'était le summum de la littérature française. Ouais. Il avait tout compris, me disait-on. Beau, moi, je me dis, il n'a pas compris les mêmes choses que moi. Bon, je caricature, c'est pas la question de tomber, mais il y a sans doute, c'est clair que pour ça, je vous disais, c'est beaucoup d'idéologie. Parce qu'entre garder le niveau, surtout pas baisser le niveau, bah voilà, bah, le résultat, c'est que les gamins décrochent complètement, décrochent complètement. Donc il ne s'agit pas de faire de la BD, du rap, parce que c'est pas mieux, c'est pas ça la question, hein, mais de réfléchir autrement, vraiment, vraiment sur les contenus, je pense. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de la séance. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Quand même, si. Alors, comment réduire le fossé du capital scolaire, culturel, avec les adultes en difficulté langagière? Waouh. Alors là, il va falloir plus que 30 secondes là. Là, c'est, bah, là, ça sera plutôt après. Je me permets de ne pas répondre parce que là, je vais le faire dans les démarches, dans les outils, tout ça, essayer de trouver quelques pistes, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Parce que là, on aborderait, on est reparti pour au moins 2 heures là. J'essaierai de vous le montrer justement. Ok. D'accord. Et puis Colette qui nous dit, ancienne instit, le problème de recrutement à niveau bac+5 a écarté beaucoup d'étudiants issus des classes populaires. Exactement, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai parce qu'on sait que on les a, hein, je les ai sous la main, hein, les étudiants. On le sait aussi que plus ça avance dans les études et plus il y a moins on a des catégories populaires, hein. Les Bien sûr. étudiants qui réussissent en première, deuxième, troisième année, c'est à chaque année, on progresse, à chaque année on en perd quoi. Donc effectivement, ceux qui arrivent au master, voilà, il y a des choses ils Mm, n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont pas forcément les mêmes. bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Oui, c'est vrai que bon, plus d'autres personnes comme Isabelle Rabi dit que la masterisation pour les enseignants est formateur aussi. Donc évidemment, voilà. Après, par contre, là, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est sur du master FLE, nous, et là, pour le coup, moi, j'ai connu comme formateur avec des publics. Je pense que pour le coup, la masterisation des formations, Mm, c'était nécessaire. Parce oui. que, enfin, en tout cas, nous, on les forme sur ce que je vous dis là, voilà, des outils, des démarches, essayer d'être le plus près possible du terrain. Mais là, je pense que c'était nécessaire parce que moi, j'ai connu, quand moi j'étais formateur, des gens L'idée, c'était quoi? C'était, bah, avec des analphabètes ou avec des gens qui sont très en difficulté, il n'y a pas besoin d'être soi-même super diplômé, quoi. Il suffit de savoir parler français, de savoir lire et écrire, et puis c'est bon. Mais non, c'était justement les publics les plus compliqués. Donc je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait, enfin c'est même certainement beaucoup mieux. J'ai vu la différence, moi, hein. Je faisais par exemple des formations de formateurs il y a longtemps avec des formateurs qui étaient eux-mêmes, avaient déjà beaucoup d'expérience. Et je refais des formations de formateurs aujourd'hui. Alors quand c'est en direct, j'ai plus de retours. Mais je vois nettement la différence entre ceux qui ont suivi des masters et des suivis. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup Mm, plus. Euh, Ils sont mieux formés, quoi, c'est clair. Donc mm, là, pour mm. le coup, je pense que D'accord. Très bien. c'est pas plus mal. Bah, écoutez, merci beaucoup, Hervé Adami, pour cette première En prie. séance. Et puis, les participants je pense, ont été très, très contents par rapport aux apports que vous avez Eh ben, tant mieux. développé et illustré, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été peut-être plus parlants à travers vos exemples que vous nous avez donnés. Donc, bon, on attend avec impatience à la fois vos documents et puis donc de vous retrouver le 22 novembre prochain. C'est ça, Ça hein, il me marche. Eh semble. ben, Voilà.
Alors, les Et, documents, si je suis un peu tête en l'air, je ou bien les n'avais pas ressources. noté, hein, vous Voilà. me le dites, je vous en ai, mais j'ai souvenir. Parce qu'en fait, comme j'avance un petit peu comme ça, Mm, pas complètement à l'improvisation, mais j'avance parce qu'il y a des documents qui me reviennent en tête. Donc, je me dis, si je parle de ça, je leur parle des documents. Donc, c'est pour ça que j'ai pas une liste d'accord. prédéterminée. Je vous l'enverrai. Mais, et puis, si vous avez des questions entre-temps, vous m'envoyez un mail et puis je vous D'accord. réponds, hein. Pas OK. de souci, Donc, hein. n'hésitez pas Voilà. donc, tout participant à me faire parvenir vos questions que je transmettrai à Hervé. Voilà. Voilà. Eh bien, merci à tous. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. Merci OK. encore, Hervé. Et puis, donc, on vous dit donc, au 22 novembre prochain. Ça Merci marche. à Bon tous. week-end. Au revoir à Bon toutes. week-end. Au revoir. Au revoir.